Bonjour à tous mes chers amis, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Eh ben moi, aujourd'hui, ça dit que je vais accueillir un tout nouvel invité qui va encore nous raconter une histoire incroyable, son vécu, ses passions, ses envies, ses projets, le monde de l'handicap. On aura beaucoup de choses à dire et j'accueille sans plus tarder mon invité, Neil Poiti. Bonjour Neil. Salut Adrien. Salut, ça va? Ça fait longtemps. On se fait la bise, on se connaît? Effectivement. Alors, pour éviter tout souci, non, ce n'est pas Faridinho que vous connaissez sur la chaîne, qui a déjà fait une interview et qui souvent présente avec moi les matchs de foot. Non, mais c'est son petit frère. En effet. Voilà. Ils sont assez ressemblants, mais bon, on va en parler de toute façon. Je suis plus beau quand même. Mais... Voilà. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr. Beaucoup de choses à dire? Oui. T'as revu tes fiches? Je pense. Allez, c'est parti, on s'installe. Voilà mes chers amis, nous nous retrouvons donc dans le fauteuil. Nous allons discuter de toi Neil, comme je l'ai dit en introduction. Ça va, bien installé? Super bien installé. Magnifique. Alors, comme tu le sais ici, nous commençons toujours avec le petit verre de l'invité. Qu'est-ce que tu as choisi Neil aujourd'hui? Alors, j'ai pris de la Grimbergen. De la Grimbergen. Une petite Grimbergen blonde. Parfait, je ne l'avais pas encore eu celle-là. Ouais, bah, c'est une bière Parfait. que j'apprécie beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas. Allez, ça marche. On intronise donc cette interview. C'est parti, à ta santé. Santé à vous. Voilà, alors, écoute Neil, tu sais qu'ici, on commence toujours par un petit CV de présentation de l'invité. Donc, ton nom, ton prénom, ton âge. Jusque-là, ça devrait aller. Alors, Neil Poiti, 27 ans. 27 ans. Ouais. T'as un nom composé. Ouais, c'est vrai, mais faut pas m'afficher quand même. Non, mais... donc, c'est Poiti, Empérant, MP, Neil. C'est très beau. Ouais. Et donc, ça me mène directement à la question suivante. Ta nationalité? Alors, moi, je suis belge, je suis en Belgique, mais je suis né d'un père congolais et d'une mère belge. C'est un peu marocaine apparemment. Mais voilà, je suis surtout considéré comme congolais, parce que j'ai surtout grandi avec mon père, mais je pense qu'on en parlera après. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux me donner ta situation familiale? Ben alors, pour l'instant, je viens d'emménager seul. Oui. En colocation, plus précisément, mais on va dire seul. C'est ma première expérience où je quitte le domicile familial avec mes sœurs et les parents. Oui. Donc, voilà. Tu as quelqu'un dans ta vie? Actuellement, non. D'ailleurs, je fais une annonce. Cœur à prendre. Ouais, un grand cœur à prendre. Si t'es jeune, gentil, que t'aimes bien rigoler, fais-moi signe. On mettra mon Instagram en dessous. Exactement. Quelle est ta profession, Neil? Alors, je viens d'avoir mon brevet d'animateur socioculturel. Donc, je suis dans l'animation. Donc, c'est un peu comme d'éducation. Mais c'est plus, on va dire, c'est une branche un peu sous-élevée où il n'y a pas autant d'études à faire pour être éducateur, quoi. D'accord. Écoute, je te propose, on en reviendra, on y reviendra un petit peu après où on pourra vraiment bien rentrer dans les détails parce que je pense que on en avait discuté un peu en off. Il y a quand même des choses à nous expliquer sur ton rôle d'animateur. Ça, c'est super intéressant. Ton lien avec le monde de l'handicap. Mon lien avec le monde de l'handicap, moi je suis atteint je suis né avec une rétinoblastome. Donc la rétinoblastome, c'est une tumeur de la rétine qui est souvent une maladie, c'est une maladie héréditaire. Donc moi je l'ai eu au niveau de ma mère qui l'avait et je suis né avec. Je l'ai pas développé dans la vie. Je suis né vraiment directement avec, mais elle a été très difficile à détecter en fait. Ce qui a fait qu'on a dû faire plusieurs tests et un jour mon père d'urgence a dû partir à Paris pour me faire opérer parce que ils ont constaté qu'elle était bien présente et il fallait absolument l'opérer pour pas que je devienne aveugle. Et donc finalement je vois que d'un œil, l'œil droit. Et j'ai une prothèse à l'œil gauche en fait. Donc ce qui fait que de l'œil gauche je vois rien du tout et j'ai
En fait, c'est une prothèse, donc j'ai pas de nerf au niveau optique, j'ai rien du tout, quoi. Du côté gauche. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On pourrait même en parler, c'est complètement fou. On y reviendra aussi après, où ton père, effectivement, part en urgence. Enfin, c'est super intéressant, en tout cas. Quels sont tes hobbies? Alors, mes hobbies, ben, j'adore le foot déjà. Grand fan de foot, la musique, j'adore écouter de la musique. Des fois, je m'amuse même à chanter, mais c'est en privé ça. J'aime tout ce qui est sport. Ben, j'aime bien la Formule 1. De temps en temps, je regarde le tennis, mais c'est très rare. On va dire j'ai eu de la chance de tomber sur des matchs Nadal-Federer qui des fois m'ont permis de dire ah putain le tennis c'est quand même pas mal. Le catch, j'adore le catch. Très chouette le catch. Ouais, c'est pas mal du tout. Le cinéma, j'aime toutes sortes de films, séries. On va dire des hobbies classiques, quoi. Tu aimes beaucoup de choses que je traite sur cette chaîne, en tout cas. Exactement. Mais justement, si tu aimes le football, Oui. peux-tu me dire quels sont tes clubs de foot préférés? Alors, le premier, c'est Manchester United. Alors, ouais, Manchester United. Puis le Real Madrid que j'aime beaucoup. Sinon, après en Belgique, par exemple, je n'ai pas vraiment de club préféré. Quand j'étais petit, je disais Anderlecht parce que je suis bruxellois. Mais en soi, enfin, en grandissant, j'ai aimé le Standard 2008. J'ai aimé l'Union maintenant. Enfin, en Belgique, j'ai pas vraiment d'équipe phare en fait. C'est ça. Ça dépend. Tu touches un peu à tout. C'est ça. Tu es fan de tout. Exactement. Allez, Exactement. mais on va dire que tu suis principalement Manchester United. T'es content de la saison? Il y a eu des hauts et des bas. Question suivante. Elle n'est pas finie, mais après, ça va être compliqué. Et au niveau des équipes nationales, tu suis aussi la Belgique et le Congo et le Maroc. Je suis, j'aime bien déjà. J'ai toujours été fan des équipes africaines. Donc pendant un mondial, j'ai toujours suivre les équipes africaines. C'est peut-être mon côté congolais qui fait ça. Malheureusement, j'ai jamais eu le plaisir, la chance même de vivre une Coupe du Monde avec le Congo. Ça en est fallu de peu à la dernière Coupe du Monde. Hein. Ouais, mais à chaque fois, mais malheureusement. Ils sont tombés, je pense, en match de qualification face au Maroc. Ouais, et on s'est fait détruire. Enfin, match de barrage pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et du coup. Le match aller s'est bien passé, c'était 1-1. Et le match retour, le Maroc, on a compris pourquoi le Maroc a été aussi loin. Enfin, on savait. Ouais. Et en plus, ils auraient. Enfin, avec des si, on refait. Mais. Deux fois. La Belgique serait tombée dans le même groupe que le Congo. Ouais, parce qu'on a eu la même. C'était la même chose en 2018 avec la Tunisie, en fait. C'est la Tunisie qui passe au lieu du Congo. Et la Tunisie tombe dans le groupe de la Belgique. C'est fou, ça. Ouais, il y a un petit côté qui se dit. Pourquoi pas? Un Belgique-Congo. Ce serait un rêve, ça, non? magique. À vivre. Ça serait magique. Après, dur, hein, parce que la Belgique, forcément, je vais pas répondre à ta question, mais je suis la Belgique, forcément. Avec nos joueurs de classe mondiale, comme Lukaku, De Bruyne et j'en passe. Très bien. Tu m'as dit que tu regardais beaucoup la télé. Ouais. Quelles sont tes émissions de télé préférées? Alors quand j'étais petit, j'adorais Big Deal avec Vincent Lagaffe. Ah oui, c'était drôle ça. J'adorais cette émission quand j'étais petit. Puis dans les émissions, il y a Touche pas mon poste, même si je suis beaucoup moins Touche pas mon poste ces temps-ci. Parce que je trouve que l'émission me convient moins par rapport à avant, mais j'ai beaucoup regardé Touche pas mon poste, de Cyril Hanouna, bien évidemment. Puis les petites émissions avec Arthur et tout ça. J'aimais bien les télécrochets aussi, The Voice. C'est ça? Ouais, tout ça, j'aimais bien aussi, toi. D'accord. Alors, tu sais que je parle beaucoup de cinéma sur la chaîne. Est-ce que tu aurais vraiment des films à nous recommander, même si c'est des classiques, mais selon toi, un ou deux films ou séries, bien sûr aussi, des choses que tu penses vraiment que ça mérite d'être vu au moins une fois dans sa vie, même si c'est des choses connues que tout le monde a vues, mais ou des choses peut-être moins connues que tu voudrais peut-être nous partager. Ouais, il y a notamment un film que j'aime beaucoup, c'est même un de mes films préférés, c'est À la recherche du bonheur avec Will Smith, qui tourne son film avec son fils, Jaden. Je pense même que c'est le premier film de Jaden, il avait 4 ans. Et le film est incroyable, c'est une leçon de vie. Enfin, c'est vraiment une leçon de vie où il explique qu'il faut rien lâcher en fait. Bref, si vous avez jamais vu ce film, je vous le recommande. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Sinon, très bon conseil. Très bon conseil. J'adore aussi tout ce qui est. Moi, les séries, j'adore les sitcoms à l'ancienne. C'est à l'américaine, genre Prince de Bel-Air. J'ai adoré Prince de Bel-Air.
Donc si vous avez jamais vu un épisode des Princes de Bel-Air, regardez. Ma famille d'abord aussi, j'aime beaucoup. Sinon, au niveau français, H. Pour moi, ouais. c'est l'apogée de l'humour, H. C'est ça. Avec Jamel, Ramzy et Eric, qui sont au top de leur carrière à ce moment-là. Sinon, dans les séries, ben, il y a Elite, que j'aime beaucoup, même si les dernières saisons m'ont moins plu. J'ai une série qui s'appelle Sex Life, que j'aime bien aussi, j'ai bien aimé. Elle est finie, mais j'ai super bien aimé les 2 saisons. Voilà, quoi. Pour l'instant, c'est les séries que j'ai Que regardées. tu kiffes. Ouais. D'accord. Euh, En termes de musique, tu es un grand fan de musique. Qu'est-ce que tu écoutes déjà comme style de musique et est-ce que tu as éventuellement aussi un peu des artistes à nous conseiller Alors, moi, je veux dire, j'écoute un peu de tout. Franchement, je peux écouter du rap, comme je peux écouter du reggaeton, de la techno un peu. Beaucoup moins de techno, mais j'écoute vraiment de tout, quoi. Je suis ouvert à tout au niveau musical. Beaucoup de rap français généralement, mais après j'ai aussi grandi avec mon père. Mon père est congolais vraiment de pur sang et il vient du Congo et tout ça. Donc mon père il m'a fait grandir avec la rumba congolaise, donc tout ce qui est Papa Wemba, Ferregola, Koffi Olomide. Donc j'ai gardé cette empreinte où j'aime beaucoup écouter la musique congolaise, où j'aime faire découvrir à mes amis la musique congolaise aussi. C'est vrai, tu m'as fait beaucoup découvrir justement, je suis Ouais. renchéré dessus, mais c'est vrai que j'ai découvert beaucoup d'artistes et c'est assez ambiancé et la musique congolaise, ça vaut vraiment le coup, quoi. La rumba, effectivement, il y a moyen de s'enjailler là-dessus, en tout Ouais, cas. C'est vraiment cool. quand on écoute vraiment, c'est génial, comme toutes les autres musiques, hein, mais par exemple, il y a Fally Ipupa qui est fort connu maintenant en Europe. Pour moi, c'était une fierté parce que je l'ai connu forcément étant petit. Au début, je chantais avec Koffi Olomide. Et puis un jour, t'es sur YouTube et t'entends Fally featuring Booba. Tu dis, ah oui, quand même. Donc, c'est des côtés un peu fierté, comme ça, où tu sens que la musique prend vraiment une ampleur et que tout artiste se mélange avec tout style. C'est ça. C'est intéressant, en fait. Ouais, mais comme tu dis, Fally qui a bien percé, en tout cas, Ouais. dans la musique d'aujourd'hui et qui fait régulièrement des feats avec vraiment tout type d'artistes. Donc c'est assez chouette, effectivement, d'avoir un représentant musical congolais. C'est clair, ça fait plaisir. Et puis, comme je dis, en plus, ça se mélange et tout ça, donc c'est assez C'est très sympa. bien. Et puis surtout que d'autres rappeurs même s'inspirent de la musique congolaise, comme d'autres s'inspirent de la musique espagnole et tout ça. Et ça met beaucoup de style, en fait. C'est ça qui est intéressant dans la musique d'aujourd'hui, c'est qu'il y a du rap, mais c'est plus que du rap, en fait. Ça part dans... Il y a même un style qui a été mis à jour ces temps-ci, c'est la pop urbaine, pour dire à quel point la musique prend une ampleur et que c'est assez sympa, quoi. Il y a vraiment du style pour tout le monde et c'est cool, quoi. Tout à fait, exactement. En termes de gastronomie, je sais que tu es une bonne fourchette, comme on dit. Mais quels sont tes plats favoris? Mes plats favoris, moi j'adore le vol au vent, mais quand il est bien fait, hein, le vrai vol au vent, même je dirais, La bouchée à la reine. ah ouais, avec la bouche à la reine, et une bonne frite à côté là. Sinon je suis aussi fan de burgers. Les burgers, on va se mentir, j'aime bien la mauvaise bouffe. Mais la mauvaise bouffe qui est bien faite, tu vois, C'est genre ça. les bons burgers, genre un quick de temps en temps c'est bien, mais j'aime bien aller dans des endroits où c'est quand même façonné, c'est fait pour te faire saliver, quoi. Un plat congolais, peut-être, à nous présenter? Un plat congolais, moi j'adore, c'est le foufou. Qu'est-ce que c'est le foufou? Alors le foufou, c'est de la fécule de pomme de terre mélangée avec de la semoule dans de l'eau et ça fait une espèce de pâte. Ok. Malheureusement, j'ai prévu le verre de l'invité, mais pas la bouffe de l'invité. Donc, Ça pourra se refaire. ouais, peut-être un jour. Peut-être un jour. En plus, on pourrait même une fois aller manger chez mon père, parce qu'il a un café où il fait des restaurations africaines, et il en fait justement. Ouais, non, il y a le foufou, et il y a aussi, moi j'aime bien manger du foufou avec de la sauce tomate, un peu tomatée et du poulet. Et en fait, moi je mange ça à la main, et moi quand je mange ça, je me sens vraiment bien, parce que c'est un truc qui me rappelle mes origines, et ça fait très longtemps que j'en ai plus mangé d'ailleurs. Ce Donc, sera l'occasion ouais, d'en redéguster prochainement. exactement. Quelle est ta boisson préférée? Ma boisson préférée, alcoolisée ou... Oui, alcoolisée, alcoolisée. Bien sûr, bien sûr. Ben, j'aime bien la bière. Oui. Quelle bière?
La Saint-Féin. Saint-Féin. J'adore la Saint-Féin. Très bonne. Ouais. Sinon, j'aime bien la Chouffe. Et évidemment, la Grimbergen. Que tu as choisi ici. Ouais. Parce que c'est une bière que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai bien aimé. Voilà, quoi. Après, il y a forcément, si on va un peu plus fort dans les alcools, le gin, accompagné d'un petit Sprite, ça peut toujours du bien. Magnifique. Est-ce que Neil, tu aurais éventuellement un rêve, entre guillemets, un petit peu brisé, lié à ton handicap, quelque chose que tu aurais vraiment souhaité faire et que tu n'as malheureusement pas eu la possibilité? Je dirais pas qu'elle a été brisée à cause du handicap, mais c'est plus moi peut-être qui n'ai pas osé me lancer dedans. Je dirais, j'ai toujours voulu être dans la musique. Tu sais, un peu genre musicien ou même DJ. Et beaucoup de gens me l'ont recommandé hein, parce que c'est vrai que j'ai toujours une connaissance musicale assez bien portée. Quand on fait des blind tests, je suis très fort à ça. Et j'ai toujours voulu genre être musicien ou genre savoir jouer d'un instrument ou même mixer. Et voilà. Et un autre rêve, c'est un peu plus dans le sport. Et j'aurais voulu être entraîneur de foot. Entraîneur de foot. Ouais, Tiens ouais. donc. Je sais pas pourquoi, je suis passionné de la tactique. Oui. Ouais, j'aime. Des fois, je regarde même les matchs juste pour voir un peu comment les équipes jouent. Tu vois, j'ai toujours été Intéressé. ouais, admiratif des coachs. Et je trouve qu'on les mentionne beaucoup plus maintenant, mais avant, on les mentionnait pas autant dans le travail qu'ils font. D'accord. Et même pas que dans le foot, hein, mais dans les autres sports, je trouve qu'il y a vraiment des choses à faire et c'est assez sympa, quoi. Très bien. Ben écoute, merci en tout cas pour ce premier petit CV où on a déjà développé quelques petits thèmes qu'on va réaborder après un peu plus en précision. Et donc, comme tu nous l'as livré, tu as eu donc une rétinoblastome. C'est ça. Et donc, cette histoire est quand même assez folle. Donc, ton père apprend donc que tu es porteur de cette maladie. Ouais. Et comme tu l'as dit, donc, il décide donc de partir vraiment en urgence. C'est ça? En fait, dans ce qui se passe, c'est que mon père était sûr que je l'avais. Oui. En fait, elle était mal placée. En fait, il y avait un truc, je ne saurais pas t'expliquer correctement, mais en fait, en fait, normalement, il y a ce qu'on appelle la rétinoblastome unilatérale et bilatérale. Et bilatérale, c'est dans les deux côtés. Ouais. Mais moi, elle est placée dans un endroit où on n'est pas sûr qu'elle soit là, en fait. Mhm. Parce que en 96, quand je suis né à ce moment-là, on se dit, ben, soit c'est d'un côté, soit de l'autre. Mais moi, on va dire, si tu veux un peu situer le truc, elle est au milieu. Mhm. Donc, tu vois, pour aller la chercher, c'est compliqué. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a une erreur. Et ils se rendent compte que là, elle est bien présente et qu'il faut l'opérer, quoi. Parce que je pense que j'ai 3-4 mois à ce moment-là. T'as 3-4 mois. Ouais. Ouais, c'est Donc, ça, moi, pour remettre les choses dans leur ouais, contexte. c'est ça. T'as 3-4 mois. C'est ça. Là, ton père sait que tu as Ouais. une Et rétinoblastome. donc, ils disent à mon père, il y a deux solutions. Soit on va vous restez ici, on essaie de l'opérer. Soit vous allez à Paris et on appelle l'hôpital de Paris. Vous êtes il est pris en charge directement. Donc, mon père, il n'hésite pas, il prend la voiture et il va à Paris. Et Donc, vous la voilà parti à Paris, ouais. où tu es opéré. Je suis opéré d'urgence, où ils annonçaient que j'étais aveugle, que j'allais devenir aveugle. Mais mon Et donc, père- si ton père n'intervenait pas, donc c'est ce que tu risquais clairement. Ouais. D'accord. Ouais. Tu aurais été aveugle si ton père n'avait pas pris les choses en main. Ouais, c'est ça. J'ai D'accord. pu être aveugle et perdre Oui. les deux yeux. Ok. Et donc, je suis opéré, mais ils précisent bien à mon père que je vais voir quelque chose, mais faut pas s'attendre que je vois grand-chose. Ça se peut que je vois flou. Ouais. Mais mon père, il s'en fout. Enfin, mon père, il dit, bah, tant qu'il voit quelque chose, C'est voilà. ça. Mon père, il a connu un peu le monde de l'handicap avec ma mère, mais sans plus, quoi. Donc, il se dit, moi, tant que mon fils, il voit quelque chose, c'est essentiel. C'est ça. Donc, mon père, il est parti, ils m'ont opéré. Et à l'opération, en fait, c'était un peu de façon miraculeuse où elle s'est super bien passée. Et en grandissant, parce que forcément, à 3-4 mois, ben, on ne sait pas réaliser tout ça. En grandissant, en fait, ils se rendent compte que c'était beaucoup mieux que ce qu'ils ne pensaient. Et bon, après, j'ai dû faire des traitements au laser. Ça s'appelle chimiothérapie, mais c'est pas la même chimiothérapie quand quelqu'un a un cancer, Ça. par exemple. Mais c'est un style de chimiothérapie au laser que j'ai dû faire jusqu'à mes 8 ans.
T'es 8 ans, ouais. Ouais, quand même. J'allais souvent à l'hôpital, je ratais des jours d'école. C'est vrai, ah ouais. Ouais, j'ai fait des interventions. Ça, tu t'en souviens Ouais, ça, je m'en souviens. Enfin, je m'en souviens, on va dire, de mes 4 ans à mes 8 ans où j'allais à l'hôpital. Et c'était pas trop lourd Non, parce qu'en fait, quand t'es petit, tu te rends pas vraiment compte, en fait. Oui. Parce que tu sais que tu vas à l'hôpital. Après, je me souviens que je pleurais, hein, parce que c'était emmerdant pour un gosse. Tu dois aller à l'hôpital, t'as peur, tu vois des machines, tu comprends pas. En plus, à ce moment-là, ben, mon papa, il travaille, puisque mon père nous a élevés seuls. Donc, mon père, il savait pas toujours être là pour moi à l'hôpital. Donc, mon père me laissait à l'hôpital avec les infirmières et tout ça. Et des fois, il revenait le soir, parce que des fois, quand les interventions étaient trop lourdes, je restais dormir à l'hôpital. Ah ouais. Et il revenait me chercher le lendemain, où là j'étais un peu plus rassuré. Mais des fois, il restait à l'hôpital et ça me rassurait. Quand il était là, je pleurais pas, mais quand il était pas là, forcément, c'était difficile. Ouais, tu te retrouvais un peu seul. Ouais, c'est ça. De 4 à 8 ans, c'est quand même impressionnant d'être sans son papa. Et puis, ben, c'est des choses effectivement pas naturelles. Et est-ce que les infirmières ont eu les bons mots pour t'expliquer un petit peu ce qu'il fallait faire ou Moi, c'était compliqué? j'ai des souvenirs très vastes de ça. Moi, j'ai juste un souvenir où un jour je rentrais en bloc, au bloc opératoire, et j'en rigole parce que ça me fait toujours rire quand je pense à ce moment. Et c'est vraiment un des rares souvenirs que j'ai vraiment de l'hôpital. Et je pleure, je crie dans les couloirs, tu sais, dans le lit, le lit qui avance, quoi. Et tu pleures, ah, je veux pas y aller. Et puis t'as une qui me dit, ouais, t'aimes bien manger quoi? Et je dis la compote. J'ai toujours été fan de compote de pommes et tout ça. Et elle me dit, ah, mais t'inquiète, il y aura plein de compotes de pommes dans la salle opératoire. Et moi, tout content, je dis, ouais. Et puis en fait, je me rends compte, elle me met le masque d'anesthésie. Ouais. Et je me rends compte en fait qu'il n'y a pas de compote, quoi. Et donc, je me fais avoir par l'infirmière. Et, je me dis, et après, au réveil, j'avais pas lâché l'histoire de la compote, quoi. Donc je disais, mais où ma compote? C'est vrai. C'était tellement drôle. Mais après, voilà, c'est des petits moments comme ça où tu te rends compte après, en grandissant, évidemment, en fait, les infirmières, elles étaient là, elles étaient sympas. Toi, elles essayaient de te faire changer les idées. Ouais, donc jusqu'à mes 8 ans, j'ai fait ça. Parce qu'à mes 8 ans, je me suis fait opérer de la cataracte, qui était une opération très risquée aussi pour moi. Ouais. Parce que donc j'avais la cataracte, comme la plupart des gens qui ont la rétinoblastome, et même la plupart des malvoyants ont la cataracte, ça se développe plus tard. Et donc du coup, en fait moi c'était risqué dans le sens où soit on m'opérait et je pouvais perdre la vue, D'accord. soit on m'opérait pas mais je risquais de perdre la vue plus tard. C'est ça. Mais si l'opération réussissait aussi, je pouvais voir un peu mieux. Ah ouais. Et donc, à mes 8 ans, ça je m'en souviendrai toujours aussi, j'étais à l'école et il y a des éducatrices qui viennent m'en parler, parce que je pense que mon père me l'a jamais dit, mais il n'a jamais eu la force de m'en parler. Ah ouais. Donc, il a demandé à mon assistante sociale de l'école que les éducatrices en charge, puisque dans l'enseignement spécialisé, on en parlera plus tard, les éducatrices sont très proches de toi et tout ça, Ouais. toi. Donc, surtout quand tu es suivi par le semi-internat. Donc, ils essaient toujours d'aider et de te soutenir dans ce que tu fais. Et en gros, ce qui s'est passé, donc ils m'ont dit, voilà, écoute Neil, tu as une opération, ça s'appelle la cataracte. Et ils m'expliquent, ils me disent, soit tu perds la vue, machin truc, mais est-ce que tu as envie de le faire? Ouais, on t'a laissé et on t'a sorti. Voilà, mais t'as 8 ans, quoi. Donc, ouais, c'est comme tu dis, une fameuse responsabilité. Et je pense que c'est le fait aussi que je me rendais pas compte de l'ampleur que ça pouvait prendre. Et moi, j'étais un fou, quoi. Je dis, ouais, vas-y, moi, je fais l'opération, quoi. Ouais, t'as pas hésité? Non, j'ai pas hésité. Je dis non, je la fais. Et t'étais conscience des risques potentiellement? Mais justement, c'est ce que c'est là où je veux en venir, c'est que je m'en rends pas compte. Je pense que je me suis pas rendu compte sur le moment que toi, on me dit, ouais, tu peux devenir aveugle, toi. Je me dis, ok. Mais alors, c'est un peu avant l'opération que je me suis rendu compte, parce qu'en fait, ben, ce qu'ils ont fait à l'école, c'est ils ont essayé de me préparer au mieux à ça, toi. Oui. Donc, j'ai commencé à apprendre à marcher avec la canne blanche. D'accord. À apprendre le braille. Oui. À écrire, à lire. Mais moi, je me rendais pas compte de tout ça. Eux, ils essayaient de me préparer, mais c'est pour te dire à un point où ils ont arrêté un peu mon apprentissage. Ah ouais. Pour justement me donner des cours de canne blanche, pour me préparer un éventuel souci que tu te retrouves. C'est ça, ouais. Pas entre guillemets sans repère, sans aucun repère effectivement du jour au lendemain, au cas où l'opération se serait mal passée.
Et donc, du coup, je l'ai fait. Et ça s'est bien passé. Et c'est super bien passé. J'ai vu la différence directement. Ouais, J'ai gagné un dixième, en fait. c'est vrai. Grâce à ça. Enfin, j'ai une vue un peu meilleure, qui est assez variable, mais je vois beaucoup mieux grâce à cette opération, en fait. Et Mhm. ça a été un excellent choix, en fait, de l'avoir fait. D'accord, donc tu es vraiment content. Ouais. C'est une belle histoire en tout cas. Ouais. Une belle histoire. Finalement, c'est déjà très intéressant sur le premier aspect lié à ton handicap, chose que je ne savais pas. Et cette histoire, effectivement, d'opération et les éducateurs qui t'encadrent, non, c'est assez touchant en tout cas. Franchement, chouette. Et donc actuellement, quelles sont vraiment les plus grosses difficultés que tu peux éprouver avec le résidu visuel? Donc tu as gagné un dixième, mais est-ce que tu as encore malgré tout des difficultés pour te déplacer, pour lire, pour écrire? Est-ce que ce sont des choses ou d'autres soucis? Je ne sais pas, hein, mais est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tout ça? Bah alors moi, Pardon. les grosses difficultés que j'ai, c'est que j'ai quelque chose que beaucoup ont dans cette maladie, dans la rétinoblastome, c'est la photophobie. Et beaucoup de malvoyants aussi l'ont dans leur maladie et tout ça. J'ai de la photophobie, mais moi, elle se développe, enfin, elle se développe d'année en année. Ça veut dire que, par exemple, quand j'étais plus petit, ça me gênait pas tant que ça. Mais ici, par exemple, arrivé à mes 26 ans l'année passée, j'ai commencé à me rendre compte que je commençais vraiment à être ébloui par Donc, ouais, photophobie, c'est Ouais, être gêné par la ouais, c'est ça, lumière, être gêné par la lumière, comme le soleil. ouais, les spots, le soleil, ouais, tout ce qui est lumineux, quoi, Ouais, en c'est fait. ça. Tu vois, Ouais. donc c'est ça, donc c'est un des gros problèmes que j'ai, mais mon ophtalmo me l'avait déjà annoncé, hein, m'avait dit que ben, forcément à un moment tu devras porter des lunettes de soleil ou des filtres, Oui. tout dépend de mon confort visuel. Au niveau de la lecture, avant, c'est vrai que j'avais tendance à me forcer à essayer de lire en plus petit, tu vois, et tout ça. Ouais. Mais maintenant, j'arrête parce que j'ai compris que c'était une connerie de faire ça. Ouais, si tu fatigues ouais. ton œil finalement. Et si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment ne faites pas ça, ça sert à rien parce que comme il vient de le dire, c'est fatigué et puis on se rend compte après quand on dort, on a commencé à avoir des migraines et tout ça, c'est assez gênant en Les fait. migraines ophtalmiques qui sont Ouais. terribles. Hein. Ouais, ouais, ça fait très mal et en fait on se rend pas compte mais on abîme notre vue en faisant ça quoi. Tout à fait. Donc par exemple quand je vais dans des endroits, par exemple que c'est court ou des trucs formation, je demande toujours s'ils peuvent me mettre en Arial 20 parce Ouais. que Être à l'aise. c'est comme ça que je suis Donc allé. la police qui est un peu plus grasse Ouais, c'est ça. et effectivement en 20, 20, police 20 qui ouais, c'est déjà assez grand et c'est ça. pour pouvoir Donc, être plus à l'aise. donc voilà, puis par exemple mon téléphone, ben, j'ai agrandi la police aussi. Tu as aussi un smartphone qui te permet Ouais, c'est vraiment ça. de... Puis par exemple, je m'aide énormément de mon téléphone aussi. Par exemple, quand je suis dans des endroits que je connais pas, je regarde un panneau, ben, je vais prendre l'appareil photo, zoomer avec. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ben, moi, par exemple, je suis avec Samsung, là, j'ai le S22, et ils ont vraiment approfondi le zoom. Donc je peux même, des fois, j'arrive à lire un truc qui est à 10 mètres sur une affiche, rien qu'en zoomant, parce que l'appareil me permet de le faire. Après, j'avoue que c'est rare que je regarde une affiche à 10 mètres, mais c'est déjà arrivé que, par exemple, je suis à un endroit, je vois une affiche de loin, j'arrive pas à la lire, je zoome un maximum pour voir si c'est bien là, quoi. Mais, ouais, donc au niveau lecture en fait, j'essaie toujours de trouver des solutions adéquates. Par exemple, quand j'avais un PC, ben, j'utilisais ZoomText, qui est un logiciel qui permet de zoomer sur l'écran et même de mettre par exemple, pour ceux qui sont un peu plus gênés par la lumière, ben, en mettre en noir, enfin une couleur d'écran plus adéquate à la vue et tout ça. J'utilisais ça. Sur ma tablette, j'avais trouvé plein de logiciels qui me permettaient aussi de zoomer, en fait, d'utiliser ça sans me fatiguer, quoi. C'est ça. Que ce soit vraiment un loisir et pas un poids, quoi. Oui, voilà, exactement, que tu puisses faire vraiment toutes les tâches de manière efficace, enfin toutes les tâches que tu as à faire, en tout cas dans ton quotidien, C'est ça. avec les meilleures adaptations. D'accord, ok. Et donc, finalement, c'est un petit peu, j'en viens sur un autre thème, et c'est tu as un souci qui est un petit peu ressemblant avec notre cher ami Farid Igno,
Hein, vous avez finalement à peu près les mêmes soucis, je pense. Ouais, je pense. Hein, après, je pense que je vois Un peu mieux que lui. un peu mieux que Farid. Et alors, c'est assez drôle, enfin drôle, si on peut parler de ça comme ça, Ouais, mais, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que lui, donc toi, ton œil gauche, c'est la prothèse. En fait, donc moi, je vois de l'œil droit et lui, il il voit voit de de l'œil l'œil gauche. gauche, c'est ça? Et on en rigole souvent Ah, parce que, par exemple, Farid, c'est quelqu'un qui aime bien déconner. Et un jour, je m'en souviens, on jouait au foot dans le quartier. Et à un moment, on rentre on rentre dans la même équipe. Et il y a un petit qui dit, ouais, c'est pas juste, c'est pas juste, on joue, les deux frères dans la même équipe. Et puis Farid, il fait, ouais, mais à nous deux, à nous deux, on voit des deux yeux, c'est quoi. ça, voilà. Et il y a le gamin qui répond, ouais, mais à nous deux, on voit quatre. Mais non, mais non, c'est vrai que Farid et moi, c'est assez. Là, vous êtes toujours assez, déjà passé des chouettes moments en votre compagnie où finalement vous rigolez toujours de ça. Ouais, bon, Vous avez réussi à on a une autodérision de c'est fou, ça. effectivement, et que finalement ça lance parfois des blagues assez ouais, folles, quoi. ah Il y a ouais, c'est des ça, fous ouais. rires liés à l'handicap. Ah ouais, non, c'est clair. Il nous disait qu'il fallait apprendre vraiment à en rire et avoir de l'autodérision, tu confirmes? Ouais, ouais. Mais moi, je l'ai pas eu directement. Hein. Ouais. J'avoue que vers mon adolescence, j'avais du mal à Mais c'est pas évident. Non. Parce que des fois, en fait, t'en as qui vont faire ça, on va dire, gentiment. C'est bienveillant, toi. C'est de l'humour, mais Ouais, c'est ouais. pas. S'ils voient qu'ils commencent à te vexer, ils vont arrêter. Ouais. Mais t'en as qui veulent, en fait, qui se rendent pas compte, hein. Ils veulent en rigoler, mais ils se rendent pas compte que c'est méchant, en fait. S'ils prennent mal, ouais, c'est ça. Et que, en fait, nous, on a aussi le droit de prendre mal les choses. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on doit tout accepter aussi, tu vois. Bien sûr. Et je pense que les gens, il y en a qui ne se rendent pas compte de ça. Tout dépend et du que- moment aussi. C'est ça, et du moment, Ouais. de l'humeur aussi. Tu vois, C'est ça. par exemple, on en connaît un qui vient toujours, qui rigole, qui nous fait des signes, des grands signes comme ça, ouais. Et on sait que c'est drôle. Mais t'en as qui essaient de renchérir dessus, mais sur le moment, t'as envie de dire non, c'est pas parce que lui il le fait que toi tu vas être drôle aussi, tu vois. C'est ça, ouais. Ça dépend de chaque caractère et de chaque personne aussi, quoi. Tout à fait. Et donc, c'est assez drôle parce que t'as pas vécu une grosse partie, en tout cas, de ton enfance. Farid nous disait qu'il avait habité, en tout cas, pendant la grande partie de sa jeunesse chez sa grand-mère. Ouais. Et donc, vous vous êtes pas tout de suite retrouvés. Non, Farid et moi. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis né. Enfin, Farid, donc, c'est le premier de la fratrie au niveau maternel. Parce que moi, j'ai des sœurs et frères côté paternel aussi. Voilà. Vous avez pas le même père. Moi, ça, on n'a pas le même père. Ouais. Comme dirait quelqu'un, la même mère, quoi. Mais non, ouais, on n'a pas le même père. Et donc, moi, j'ai grandi avec mon père et trois autres sœurs à moi. Voilà, tu as 3 sœurs. Ouais, j'ai trois sœurs. D'ailleurs, je leur fais un bonjour, Alison, Charlène et Megan. J'ai grandi avec eux toute ma vie, en fait. Donc, on a grandi à 4 à la maison. Et Farid a grandi avec ma grand-mère parce qu'il est né avant. Et en fait, on va pas expliquer tous les détails. Mais, Non, bien sûr, mais. mais il a grandi à Glun chez ma grand-mère. Voilà. Et moi, j'ai grandi à Bruxelles chez mon Voilà. père. Et donc, vous vous êtes retrouvés, vous avez vraiment été unis un petit peu plus tard. Ouais, et ou- l'histoire est drôle parce que bon, enfin, je connaissais Farid forcément. Bon, en même temps, quand tu vois quelqu'un qui te ressemble, tu comprends vite que c'est ton frère. Et donc, Farid et moi, genre mon père a toujours été très famille. Et quand j'étais petit, il profitait de me mettre chez ma grand-mère à Glun. Donc, j'allais chez Farid, chez ma grand-mère, et forcément Farid était là. Il y avait mes cousins aussi qui étaient là. Donc, ce qui fait que j'avais déjà Farid, je savais que Farid, qui était Farid, donc voilà. Et un jour, en fait, l'école Farid en avait déjà parlé dans son interview, l'interscolaire, qui est en fait une compétition de torbal qui était faite avec toutes les écoles malvoyantes, enfin 4 écoles malvoyantes. Ouais. Et un jour, je marche pour aller vers le terrain, et il y a une prof qui me dit Eh, c'est drôle, le garçon là, il te ressemble. Et je me retourne, je dis bah oui, c'est mon grand frère. Mais eux pensaient que c'était une blague, quoi. Et donc Ouais. elle rigole, du oui. Je dis non, c'est mon grand frère. Oui, c'est ça. Et je dis bah si. Et puis donc Ah oui, parce que du coup, lui était Oui, parce dans que une lui, autre lui était école dans pour une autre déficients école, visuels et c'est toi ça. sur C'est ça. Bruxelles. Moi j'étais sur Bruxelles et lui était du côté de Mons. Donc les gens disent ouais, ça va, il est nul, arrête tes conneries. Tu vois. Et après je dis mais si, on va le dire bonjour. Et donc C'est elle drôle. me prend par la main et je vais voir Farid. Et Farid forcément il me voit, il me prend dans ses bras et il dit il est content de me voir. Et c'est vrai que là, étant petit, je lui avais dit écoute Farid, quand j'aurai l'âge, je viendrai tout seul
chez Mémé, enfin chez notre grand-mère, et on passera des moments ensemble. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est pour ça qu'on est aussi proches, et c'est pour ça on se voit régulièrement, parce que étant plus jeune, j'ai voulu aussi me rapprocher de Farid, avec qui j'ai pas grandi, mais au final, on a profité du temps pour grandir ensemble, quoi. C'est ça, d'accord. Et donc, au niveau de tes sœurs, tu es le seul à avoir... Enfin, dans ta famille, donc il y a Farid qui a le Ouais. même souci que toi, mais tes sœurs n'ont pas de soucis, je pense. Ouais, en fait, il y a Charlène, donc qui est juste après moi, qui a eu aussi la rétinoblastome, mais qui s'est fait opérer à temps. D'accord. Je pense qu'elle a une gêne à l'œil gauche aussi, mais elle voit beaucoup mieux que Que moi. toi, ouais. Je pense même qu'elle peut avoir son permis de conduire et tout ça, Ah quoi. ouais, ouais. Et donc, Charlène, par exemple, elle a été un enseignement spécialisé avec moi, on a été dans la même école, mais elle a été moins prise en main comme moi, parce c'était juste par sécurité, en fait. C'est ça. Si jamais il arrivait quelque chose, on pouvait la préparer à ça. Mais elle a plus grandi comme quelqu'un qui était pas malvoyante, quoi. Donc, C'est ça. donc D'accord. oui, à la maison, j'ai grandi, on va dire, vraiment comme la seule personne qui avait un handicap vraiment. Et comment ça s'est passé un petit peu avec tes sœurs, avec ton papa, le fait, ben voilà, d'être quand même une grande famille, une belle famille, Ouais. et que tu sois entre guillemets, le seul à avoir un petit souci. Est-ce que ça a été un problème pour tes sœurs ou pour ton papa? Est-ce que vous avez mis des choses en place ou est-ce que tu saurais m'en dire un peu plus, nous en dire un peu plus? Bah, en fait, étant petit, je pense que ben, forcément, ce qui est normal, parce qu'il faut remettre les choses en contexte, j'ai grandi avec donc, Alison, qui est ma grande sœur, on a 3 ans d'écart, c'est 93, moi je suis 96. Et après, j'ai 2 petites sœurs, donc Charlène et Megan, qui sont 1 an et 2 ans de différence de moi. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écart entre nous trois, entre Charlène, Megan et moi. Donc, elles, étant plus jeunes, étant enfants, elles ne réalisaient pas vraiment. Charlène un peu plus parce qu'elle me voyait à l'école, donc elle savait très bien que j'avais un handicap, mais Megan ne réalisait pas forcément en fait. Donc, par moment, ben, quand on regarde la télé, ben, tu sais, moi, ben, par habitude, j'avais du mal à voir la télé quand elle était à plus d'1 mètre. Donc moi, je mettais une chaise, je me mettais à côté. Et tu sais, des fois, tu te penches pour voir un peu mieux l'image. Et Ouais. eux, ben, ça râle. Ouais, mais t'es pas... Toi, t'es pas transparent, toi, des trucs comme C'est ça. ça, Et en ouais. fait, elle se rend pas compte sur le moment, en fait. Bah oui. Mais en grandissant, forcément, elle l'a compris plus tard. Mais sur le moment, ben, c'est des petites réflexions comme ça, toi. Mais Ouais. au final, tu prends pas ça Tu t'adaptes. méchamment. Donc, tu essaies à chaque fois de t'adapter. Et en fait, je pense que ma vie, ça a été de l'adaptation, en fait. Étant plus jeune, j'ai toujours trouvé des moyens pour ne pas me gêner, mais pas gêner les autres. Oui. Et avec mes sœurs, ça a été la même chose. On trouvait toujours des solutions. Par exemple, faire la vaisselle, étant petit, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, les filles faisaient la vaisselle. Et moi, eux faisaient un tour de vaisselle, mais moi, à chaque fois, j'allais essuyer la vaisselle. Ah ouais, voilà. Tu vois, j'essuyais la vaisselle pour dire, ben, je sais que je vais pas faire des tâches. Je prends l'essuie de vaisselle. On j'essuie la adapte. vaisselle, voilà. Ouais. Comme ça, tout le monde est content, on va dire. Ouais. Au niveau de mon père, ça a été très bien passé. Mon père a toujours su s'occuper de moi comme il fallait. Ben, des fois, ben, c'est vrai qu'il ne se rendait pas compte et c'est normal. Quand tu vis pas avec ça, ben, tu sais pas. Ben, il y a des choses, des fois, il me disait, ah, mais tu vois. Et je dis, ben non. Ça va, donc là, il devait trouver un moyen pour que je vois justement le truc. Donc des fois, il me prenait la main pour me montrer comment ça fonctionnait. Par exemple, on va dire, mettre en marche la machine à laver. Ben, il va me dire, ben voilà, regarde, t'appuies sur ça, sur ça. Et donc, on trouvait même des solutions pour pas que je dois trop chipoter aux choses, tu vois. Par exemple, si le matin, avant d'aller à l'école, eh bien, il me regardait toujours pour voir si le pull que j'ai mis, il n'y avait pas une tâche entre-temps au petit déjeuner. Donc, il m'inspectait, il regardait, ben, il disait, ah, ben, ça c'est bon. Ça a toujours été comme ça, en fait. Ils ont toujours été là pour m'aider et c'était pas du jugement. J'ai pas, enfin, parce que des fois, j'ai déjà parlé avec des gens qui ont des problèmes visuels et ils se sentent jugés par leur famille. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, en fait. J'ai toujours été très protégé par mes sœurs, même les petites sœurs, et c'est ça qui est assez fou, c'est que même mes petites sœurs me protégeaient. Et parce qu'en fait, ben, par exemple, mon père a toujours eu peur qu'il m'arrive quelque chose. Mon père, il a eu du mal que je prenne les transports en commun tout seul, quoi.
C'est ça. Même né en 15 ans, 16 ans, c'est là où tu commences à vouloir te déplacer seul, aller voir tes potes et tout ça. Et comment t'as fait pour apprendre à te déplacer seul, par exemple, dans le transport en commun? En fait, moi, j'ai un truc qui fait que... Parce qu'en plus, enfin, excuse-moi, Ouais. je te coupe, mais tu vis à Bruxelles. Ouais. Je me suis déjà rendu à Bruxelles quand on connaît pas. C'est un véritable labyrinthe de prendre un métro, les bus, le tram. Enfin, c'est un véritable Scooby-Doo. Ouais. Hein, ce trafic de la Steep, des techs, enfin il y a plusieurs compagnies en plus. C'est ça. Moi je me perds à chaque fois, franchement ça doit vraiment pas être évident, mais comment tu fais pour te retrouver dans cette grande ville finalement, parce que Bruxelles est grand et les possibilités de transport sont vraiment multiples. Mais ça veut dire que tu peux aussi très vite te perdre si tu prends le mauvais bus, le mauvais tram, ou enfin j'imagine, hein, je pense. Ouais, non, c'est ça. Et donc comment t'as fait justement pour rassurer ton papa et pour apprendre justement à prendre ces transports sur Bruxelles qui sont vraiment compliqués? Mais je t'avoue que l'histoire est assez drôle. Enfin, drôle. En fait, la toute première fois que j'ai pris le transport en commun... Tu t'es perdu. Non. J'aurais dû peut-être, mais non, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, en fait, des fois, à l'école, on fait des activités, on appelait ça des activités transport en commun. Et en fait, c'était une après-midi où on prenait, enfin, les éducatrices organisaient un chemin où ils trouvaient des solutions pour les personnes qui avaient un problème de vue. Ils faisaient ça avec l'atelier Basse Vision. Donc Basse Vision, c'était des gens qui s'occupaient de nous, par exemple pour les outils de travail, par exemple tout ce qui était loupe ou même monoculaire, tu vois, tout ce qui était ça, enfin, pour aider la personne à se dédouaner de son handicap visuel pour avoir plus de facilité. Et en fait, on faisait des activités comme ça, et on partait de l'école pour faire une boucle en transport en commun, mais l'idée c'était de prendre une fois le bus, une fois le tram, une fois le métro. D'accord. Et ici on avait la possibilité même de prendre le train. Tu vois, pour dire vraiment c'était une journée transport en commun. Quoi, Ouais. ouais. Et pour te montrer comment ça se passe quand tu vas dans une gare, quand tu prends le métro, comment tu peux t'aider à voir si c'est la bonne ligne et tout ça, tu vois. Donc, et en fait ce qui était même intéressant, c'est que des fois, je sais qu'une fois, on a pu envoyer un mail à la STIB justement pour les aider à avoir, pour eux, avoir des techniques pour les personnes en déficience visuelle, pour eux qui s'améliorent. Ou mieux se déplacer. C'est ça. Et j'avais fait ça une fois, c'était assez sympa. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je prenais le bus scolaire. Et c'était période d'examen, donc début juin. Et je rate le bus scolaire. Il passe devant ma gueule parce que je sortais de la maison et je suis sorti trop tard et il passe. Donc, T'as pas eu le choix. Ouais, non, et donc je dis à mon père, papa, mais mon père il me dit, ah, bah, tu vas rester à la maison. Ah, moi je dis non, non. Mais on dit, comment J'ai ça, examen. non, non? Il me dit, j'ai examen. Il me dit, ah, t'inquiète, tu vas chez le médecin, tu prends un certificat. Je dis, non, non. Et il y avait ma petite sœur qui allait avec moi à l'école. Et je dis, non, 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 je vais à l'école. En plus, moi, à ce moment-là, j'adorais l'école. J'avais mes potes, c'était l'adolescence, toi, un peu les conneries et tout ça. Donc tu disais, bon, allez, non, je vais à l'école. Et il fait, non, non, tu vas pas à l'école. Je dis, si, si. Il me dit, tu vas aller comment? Je dis, je vais prendre les transports. Et moi, on me dit, mais quel transport? Je dis, t'inquiète. Quel transport? Je dis, t'inquiète. Je vais aller. Je dis, j'avais un téléphone. Et tu sais, à l'époque, c'était pas les smartphones, c'était les petits Nokia, toi. Les petits Nokia. Je dis, t'as mon numéro? Et je vais aller. Et il me regarde. Il me dit, bon, ok. Il me fait, et là, il dit, bon, je pense qu'il s'est dit, ouais, il n'y a pas moyen de dire non. Il est déterminé, il veut y aller, tu vois. Ouais. Donc j'y vais. Et je dis à ma petite sœur, Charlène, je dis, on va aller. Elle me dit, on va aller comment? Je dis, t'inquiète. Donc, moi, en fait, j'avais retenu qu'il y avait un tram qui passait pas très loin de l'école et qu'il fallait prendre un bus. Et je sais que le tram passait pas très loin de chez moi. Donc, je descends jusqu'à la place Mézère. Je prends à l'époque, c'était le tram 23. Et je vais dans le tram, quoi. Et avec ma sœur, et puis je reconnais l'arrêt. Et à ce moment-là, il parlait pas encore dans les trams, toi, il disait pas encore les noms de stations, toi. Donc, attentif, mais très concentré, toi. J'avoue que j'avais un peu peur, quand je me suis dit, ouais, si je me perds, là, je suis mort. Ouais. Mon père m'appelle, ouais, tu fais quoi? Je suis perdu, là, il me tue, quoi. Ouais. Donc, très concentré. Puis, je prends justement le lane, et j'arrive devant l'école, et il m'appelle, je lui dis, tu m'appelles dans 1 heure. Il m'appelle 55 minutes après. T'es à l'école? Et t'avais trouvé ton Ouais, chemin. je suis à l'école. Ah, ben bravo. Et il était content. Ouais. Il avait une fierté parce qu'en fait, lui, il s'est dit comment mon fils, que j'ai jamais appris comment faire jusqu'à aller à l'école, il a su aller à l'école, toi. Sans... C'est bien parce que tu as surmonté vraiment Ouais. cette crainte de prendre les transports et tu
à un moment, tu as pris le pas, tu as dit non, j'y vais, je me sens capable, je prends mon autonomie, je suis sûr de moi et t'es passé au-dessus en tout cas C'est ça. et finalement tout s'est bien passé et puis tu as continué à prendre les transports, tu t'es rendu compte peut-être que c'était En fait, bien. avec le temps, tu te rends compte que c'est pas si difficile que ça, hein. Parce que C'est c'est vrai ça. que moi aussi j'avais un peu peur. Je faisais le bonhomme de mon père, mais je t'avoue que Ouais, il me dit putain, si je me perds, parce que Bruxelles, comme tu dis, c'est beaucoup de c'est trucs, très hein. grand. Hein. Et t'as beaucoup de transports, par exemple, à Bruxelles, t'as beaucoup de, par exemple, t'as un arrêt de tram, mais t'as peut-être 3 lignes différentes qui viennent, toi, hein, C'est ça. sur cette ligne-là. Donc tu te dis putain, si je prends le mauvais, je suis pas bien, quoi, tu vois. Ouais. Et finalement, non, ça s'est très bien passé. Puis mon père il me laissait un peu sortir, aller voir les copains en ville et tout ça. Donc ça c'était cool. Mais à ce moment-là, il n'osait pas trop me laisser aller tout seul à l'école. Il faisait encore prendre le bus scolaire. Et à un moment, j'en ai eu marre. T'as dit c'est bon, je prends. Là, il y avait une réunion et j'ai Ouais. tout fait pour que les éducatrices parlent de ça à mon père. D'accord. Et ils ont parlé de ça à mon père. Mon père au début disait ouais mais non, le bus scolaire c'est bien. Et puis ils ont expliqué, ils ont dit mais Neil, il a comme 15-16 ans, il aimerait bien aller avec ses potes, parce que c'est aussi ça, les transports communs, c'est être avec ses potes et faire le chemin et tout ça, quoi. Et finalement, il a accepté. Et j'adore parce que on m'avait dit, ouais, ben t'attends dans 2 semaines et tout ça. Voilà. J'ai pris le bus scolaire le matin et j'ai été dire à la convoyeuse, je dis, ouais, tu me vois plus ce soir. Tu C'est vois, ça. j'étais tellement pressé, j'ai dit, ouais. Et alors que j'ai même Je pas rentre. fini la semaine, tu vois. Ouais, je rentre seul. Ouais, je rentre seul. Et tu sais, après, t'as le bus scolaire qui passe, c'était là, au revoir! Tout content, toi, tu vas aller à la Ouais. maison tout seul, quoi. C'était assez sympa. D'accord. Mais, pour embrayer un peu sur un autre thème, on sent déjà dans ton interview que tu parles beaucoup de l'école, de tes éducatrices. Ouais. Vous avez vraiment l'air d'avoir tissé quelque chose une relation vraiment très proche où elles sont intervenues quand il a s'agi de discuter de ton opération pour prendre ton autonomie pour prendre les transports en commun seul. On sent que l'école a joué aussi dans les moments forts de ta vie. L'école est fort intervenue en tout cas. Ouais, énormément. L'école a fait beaucoup hein, pour moi, Ouais. que ce soit dans l'éducation, bon, il y a eu l'éducation à la maison. Donc ton école c'est à Bruxelles, à Ouais. l'IRSA, c'est Donc, ça? en fait, ouais, donc, moi j'étais à l'Institut Royal Sourds et Aveugles de Uccle, qui s'appelle L'IRSA. l'IRSA, donc c'est l'abrégé. Donc oui, qui se situe à Uccle, dans le banlieue de Bruxelles, si on peut dire ça comme ça. C'était une super école, hein, parce que c'est une école, déjà, quand tu es élève là-bas, c'est énorme. L'école, moi j'appelle ça un domaine, hein. C'était un domaine, le truc, tu avais 2 terrains de foot, enfin, avec le temps, on a eu des agoras, toi, comme au quartier, Ouais. c'était impressionnant. Tu avais un château dans l'école, enfin, c'était énorme, le lieu est énorme. Très développé. Ouais, très développé, et c'était super cool parce que justement, on en parlait de l'apprentissage. En fait, c'était comme un petit quartier, donc par exemple, quand j'ai fait mes cours de canne blanche, c'était cool parce qu'on faisait ça dans l'école et il y avait assez d'espace pour aller marcher, pour apprendre ça tranquillement, quoi, tu vois. D'accord. On avait vraiment un lieu assez vraiment propice à l'apprentissage dans tout domaine. Dans tous les domaines. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc à l'école, tu t'es dirigé vers quelle formation? Qu'est-ce que tu as appris principalement? Alors, moi j'ai un parcours scolaire assez spécial, hein. Parce que je suis arrivé, donc, primaire, forcément, c'est primaire, hein. Ouais. En secondaire, je suis arrivé, j'avais raté mon CEB la première année, donc ils m'ont mis en différencié. Non, j'ai dit une bêtise. Ils m'ont mis en différencié parce que j'ai pas fait mon CEB au primaire, parce que j'ai eu un an de retard d'apprentissage. J'ai dû faire ma deuxième, et donc pour pas que je parte trop tard au secondaire, ils m'ont fait passer directement en première différenciée, donc faire passer mon CEB, certificat d'études de base. Donc la première année, tu fais de l'observation, ce qu'ils appellent. Donc tu as 3 options, tu as horticulture, électricité et travaux de bureau. C'est quand même complètement électricité pour un déficient visuel. Ouais, mais Ça, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est incroyable, hein. Et il y a vraiment des déficients visuels qui prennent l'électricité. Ah ouais, Je pars vraiment, mais ça me mais- semble complètement fou. Mais après, tu vois, encore une fois, ils adaptent, tu vois. Ouais. Genre, ils vont pas les mettre un aveugle, non, un aveugle, ils vont pas le mettre dans Ouais, le truc. mais Mais un s'ils estiment que tu vois assez pour faire ça, ils vont te faire des essais, Ouais. mais ils vont pas te mettre dans un chantier où t'as... Sur des grandes lignes. Ouais, c'est ça, tu vois. Ils sont pas si fous, Ouais. si fous que ça, mais
ils t'apprennent des choses. Moi, par exemple, j'ai appris à faire le premier schéma, le schéma A et B, je pense, un truc du genre comme ça, toi. Ouais. Et j'ai adoré, C'est tu vois, incroyable. parce que j'ai même soudé des câbles électriques et tout ça. Non, c'était Ouais. assez sympa. Il y avait horticulture, donc aussi. Ouais. Ça, c'est tout ce qui était jardin et travaux de bureau. Et donc, j'ai raté mon CEB la première année. J'ai pas, enfin, donc j'ai redû faire une deuxième différenciée. Et là, en fait, j'ai refait refait les mêmes options. Tu vois. Et donc, à la fin de la deuxième, tu dois choisir. Est-ce que tu veux faire ça ou même une autre option? Parce qu'à l'IRSA, tu avais pas mal d'options. Tu avais cuisine, tu avais travaux de bureau, tu avais canage, Henry. vannerie, Ouais. ouais, tout ça, dessin. Donc, c'était à toi de choisir. Et moi, j'ai voulu faire électricité. Mais mon père n'était pas d'accord. Parce que forcément, et c'est là où son côté protecteur a pris le dessus. Il dit non, moi, mon fils, il va pas faire l'électricité, il voit pas bien. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc t'étais même partant Ah ouais, pour moi, je vais faire partir sur ça. l'électricité. Hein. Ouais, les gens me disaient, mais toi, t'es fou. Je dis, Incroyable. moi, quand on sort du truc, je dis, non, t'inquiète, le tournevis, en plus, c'est protégé. Je dis ça à mon père. Je dis, Ouais. c'est protégé. Il me dit, ouais, mais si tu touches le câble avec ta main, c'est protégé. Tu vois, Ouais. et donc, finalement, à contre-cœur, j'ai été inscrit en travaux de En bureau. travaux de bureau. Et j'ai pas apprécié du tout cette année. C'était très dur parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien bouger, tu vois. Et j'adore bouger. Être au bureau, derrière un bureau toute la journée, c'était pas pour moi. Et j'avoue que c'était une des années les plus difficiles, autant dans mon comportement que Ouais. dans l'apprentissage. Et finalement, avec un de mes tutélaires, on a réfléchi à des options pour changer, et il y avait la cuisine. Et c'est vrai que j'aimais bien la cuisine, j'aimais bien faire des gâteaux quand j'étais petit, tout ça. Je disais, ah, bah, pourquoi pas la cuisine? Et j'ai été dans la cuisine, et en plus, j'avoue que j'avais pas pensé à ça, et je sais que ce prof-là me croit pas, mais il y avait tous mes potes en fait en cuisine. Ouais. Toute ma bande était en cuisine en fait. Et après, quand j'ai fait l'essai, je dis, ouais, putain, ouais, il y a mes potes, le prof, il est génial, il y a une ambiance, je dis, pourquoi pas, toi? Ouais. Et donc finalement, mon prof m'a dit, écoute, tu vas Pourquoi aller en pas? cuisine, tu réussis ton année, et tu vas en cuisine. Et j'ai réussi mon année, et j'ai été en cuisine. D'accord. Et j'ai fait toutes mes... Et t'as fini tes études secondaires en cuisine? C'est ça. J'ai fait de ma 4e année à ma 7e année en cuisine, et j'ai pris du plaisir de fou, en fait. C'était génial. C'est ça. Et donc t'as fait des stages aussi. Ouais, Je j'ai fait pense des que stages. tu m'avais expliqué. Ouais. J'ai fait des stages en cuisine. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait 3 stages différents en fait. J'ai fait un stage dans un hôpital, donc cuisine de collectivité. C'est bien passé, mais enfin avec les collègues, mais pas le chef. C'était un peu compliqué avec le chef. J'ai fait un stage dans un hôtel. C'était semi cuisine de collectivité. C'était beaucoup de travail à la main, tout ça. C'est très bien passé, même le chef était super content, tout ça. Et j'ai fait un autre stage dans une maison de repos pour les personnes qui avaient de l'Alzheimer. Et ça, c'était super cool parce qu'en fait, c'était un chef cuisinier qui était tout seul. Et en fait, il nous a appris tellement de choses en 4 semaines. Il nous a appris à savoir gérer un commis et à savoir se gérer tout seul, en fait. Ouais, ouais. Et ça, c'était génial parce que bah, tu gérais ta cuisine toute seule. T'as vraiment appris beaucoup de C'est choses. ça. Ouais, j'ai vraiment... Travailler en autonomie finalement Exactement. et plus être suivi. À savoir gérer son travail, c'est le ça. temps et... L'organisation. c'est ça. Ça, c'est super intéressant en tout cas. Et donc, tu as été donc diplômé en cuisine. Ouais. Et après, tu changes complètement d'option. Donc, tu termines tes études. Et après, tu m'avais expliqué que tu t'es un petit peu cherché en tout cas. Ouais. Et là, il s'est passé plein de choses. En tout cas, Ah c'est ouais. parti un peu dans tous les sens. Tu sais un petit peu rentré dans les détails. Donc, ce moment où tu es diplômé, tu te dis, ben, je vais peut-être travailler dans la cuisine et puis tout Ouais, part dans tous les sens et tu arrives vers l'animation, ce que tu nous disais en tout cas en début d'interview. donc on va essayer de la faire pas trop longue. Hein, Oui. mais en fait, je finis l'école donc à 20 ans, où là, comme tu dis, je suis diplômé en cuisine. J'obtiens mon CESS, qui me permet de faire des études supérieures si j'en ai envie. Et là, je me dis, bah, pourquoi pas faire des études de gestion d'entreprise. Parce que je me dis, bah, si jamais un jour j'ai envie d'ouvrir un resto ou un truc, ou même un autre truc dans un autre domaine, ben, j'ai déjà les connaissances et tout ce qui me permet de le faire. Je fais ça se passe pas très bien parce que en fait, c'est là que je me rends compte que les études, c'est pas pour moi. Enfin, c'était plus pour moi à ce moment-là. Et en fait, j'ai fait la grosse connerie
Mais vraiment, la grosse connerie, je le dis maintenant, honnêtement, d'aller là-bas sans dire que je suis malvoyant. Ah ouais. Donc je débarque dans ce truc, je reçois les feuilles En petit. en police 11, tu vois. Ouais. Tu vois rien. Il me fout une loupe, tu vois, Ouais. pour regarder le truc. Et en fait, à un moment, je prends une prof à part et je lui explique. Je dis, ouais, je suis malvoyant. Et elle m'engueule un peu, elle me dit, mais pourquoi tu l'as pas dit? Ouais. J'avais honte, j'ai honte, j'ai honte de vous le dire, j'ai pas envie d'avoir de pitié, de machin truc, tu vois. En fait, moi, quand je suis sorti, parce que quand je suis sorti du spécialisé, ben, T'as jamais été c'est confronté ça, à un et c'est enseignement exactement ça. traditionnel? C'est exactement ça. Moi, en fait, je suis arrivé dans le monde spécialisé, j'avais 4 ans. Donc, je suis arrivé lire ça à 4 ans. T'as et fait j'ai- tout ton ouais, cursus. j'ai quitté lire ça à 20 ans. Donc, j'ai Ouais. fait tout mon cursus on va dire, à l'aise, dans une situation où j'ai jamais été mis en difficulté. Protégé un petit peu, Ouais, justement, j'étais- par ses C'est ça, éducatrices, par j'étais tes dans un cocon, tu vois, professeurs. j'étais Ouais. dans un petit cocon et j'avais pas de... Je me suis jamais posé ces questions, en fait. Et c'est quand je suis arrivé dans cette formation-là, je me suis dit, ouais, merde. Ouais, c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc, après, il s'est passé des choses qui ont fait que j'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai dit, ouais, c'est pas pour moi. Puis j'ai voulu me relancer, je savais pas trop quoi faire. Je dis, bah, pourquoi pas faire de la langue, un peu néerlandais. J'ai un peu chipoté, tu vois. J'ai fait des informations et j'ai fait une formation de néerlandais. Très bien passé. Le premier module s'est super bien passé. J'avais une bonne classe avec des gens qui respectaient mon handicap et tout ça. Et deuxième module, c'est pas très bien passé. J'étais dans une classe avec des personnes un peu plus âgées qui, en fait, pensaient que j'étais là pour avoir de la pitié. Ah ouais. Et c'est le truc que je refuse, enfin, j'aime pas. Tu sais, quand des fois tu galères, c'est vrai, tu peux demander de l'aide à une personne. Et je dis toujours aux gens que je connais pas, je dis toujours, ne venez pas par pitié. Enfin, tu me proposes, si tu vois que je te dis non, n'insiste pas. Mais en fait, c'est arrivé à un point où eux, je disais non par rapport à leur aide. Mais eux, ils pensaient que je disais ça pour pas les déranger, tu vois. Donc, Ouais. ils faisaient le truc sans mon accord. Ouais. Donc, je me retrouvais avec des fiches où c'était pas moi qui écrivais. Donc, ben, forcément, en fait, déjà, en tant que malvoyant, on a déjà du mal des fois à se redire. Mais alors, quand c'est une écriture de quelqu'un d'autre, C'est encore pire. c'est encore pire, tu vois. Ouais. Et ça, eux, ils se rendent pas compte. C'est de la gentillesse, mais ils se rendent pas compte, en fait. Ouais. Quand tu veux Et trop en faire, c'est ça. malheureusement. Ouais. Et donc, en fait, ça m'a mis mal à l'aise. C'est Et là, toujours bien de dialoguer. C'est ça. Ouais. et là, j'ai complètement arrêté, en fait. J'ai décidé Après, je me suis dit, ouais, c'est bon, là, je fais plus rien. Et j'avais quoi, 21 ans, ouais, donc ouais, pendant 3 ans, j'ai rien fait. C'est ça. J'ai- Tu t'es cherché. Ouais, je me suis Tu cherché. savais pas trop quoi faire. Ouais, donc j'ai quasi rien fait de ma vie. Enfin, je faisais du sport et tout ça, mais au niveau professionnel, je faisais plus rien, quoi. Ouais. Et un jour, ben, en étant avec mon ex, elle a tout fait pour me remotiver, en fait. Elle m'a vraiment m'a dit, écoute, il serait temps que tu rebouges, quoi. Elle dit, t'as des capacités, tu t'en rends pas compte et tout ça. Et puis à un moment, je me suis dit, ben, pourquoi pas la vente? Donc, mais pour la vente, fallait que je me remette en maths et tout ça. Et en fait, Bruxelles Formation, qui est une entreprise qui te permet de faire plusieurs formations, comme ils indiquent, et ils ont une branche qui s'appelle le tremplin. Et en fait, cette branche-là, elle te permet de te relancer en français, en néerlandais, enfin dans toutes les matières primaires, en fait. Oui. Et donc, du coup, moi, j'ai fait ça dans l'idée d'aller... dans l'idée de me remettre en maths, parce que j'avais vraiment des lacunes en maths, pour me relancer en vente, parce que pour moi, la vente, ben, maths, c'est le truc le plus important, quoi. Ouais. Et c'est super bien passé. Je suis tombé sur une secrétaire géniale, Muriel. Que tu salues. Ouais, salut. Muriel est vraiment très gentille, qui a fait beaucoup pour moi dans cette formation. Et qu'après on a cherché formation vente qui pouvait me convenir et tout ça. Et on a trouvé une formation qui pouvait me convenir. Et je fais mon test. Et et pendant mon test, je me dis, mais non. Je sais pas pourquoi, je dis non, c'est pas pour moi. Mais je fais mon test, hein. Ouais. Et tu vois, je suis en train de faire mon test et je dis, non, c'est pas pour moi. Je rends mon test et il y avait Muriel et si je peux dire job coach d'Aïk Braille, qui s'appelle Marie, que je salue aussi, qui me dit, ça va Nil? Je dis ouais. Et elle me dit, t'as fini? Je dis ouais, j'ai fini. Et je donne le truc et je dis, par contre, j'ai fini, mais je vais pas faire vente. Et là, mais qu'est-ce qui lui arrive à ce mec, toi? Mais Ouais. vraiment, elle me regarde, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, j'ai pas envie de faire vente. Elle me dit, pourquoi? Je dis, parce que je me rends compte que c'est pas ce que je veux faire.
Et je dis, moi, je me vois pas aller chercher des chaussures dans les rayons, machin, truc, tout ça. Enfin, c'est pas mon délire, quoi. Et donc, elle me dit, ok. Et ma job coach, elle me dit, bah, tu sais quoi, on prend un rendez-vous et on va discuter de ça. Mais je dis, mais je veux bien mettre mon test, hein. Le lendemain, ils m'appellent, ils me disent, ouais, ton test en vente, 99%, quoi. Mais vraiment, hein, Ouais. 99%, toi. Maths, incroyable, machin truc. Tu réussis. Je dis, ouais, j'ai réussi. Il me dit, mais t'es sûr que tu veux pas le faire? Je dis, non, je vais pas le faire. Elle dit, ok. Donc, ils jettent mon test, hein, mais ils sont contents, toi. Ils disent, Ouais. ouais, quand même. Et, et donc, du coup, de là, j'ai un rendez-vous avec la job coach, on discute et tout ça. Et en fait, sans m'en rendre compte, on fait une espèce de test d'orientation, tu vois. Mais en fait, on discute, mais elle note, mais je fais même pas attention. Et en fait, à un moment, je dis, j'ai une lumière qui arrive d'un coup, et je me dis, mais j'aimerais bien être éducateur, en fait. Tu sais, elle me regarde, et là, elle rigole, et je me Ouais. souviendrai toujours, elle rigole. Elle me dit, mais tu sais, depuis que je te connais, ça faisait quasi un an qu'on se connaissait, et ça fait quasi un an qu'elle s'occupait de moi. Elle dit, depuis que je te connais, je me suis toujours dit, mais c'est ça que tu dois faire, quoi. Mais je pouvais pas me permettre de te le dire, parce qu'en fait, ça doit sortir de toi. Je peux pas aller trouver Ouais. quelqu'un et dire, ouais, tu dois faire éducateur, toi. Mhm. Et je dis, ouais, et puis je dis, mais le problème, c'est que j'ai envie de faire éducateur, mais ça me bloque. Elle me dit, qu'est-ce qui te bloque? Je dis, les études. Faire 3 ans d'études, j'avais 26 ans à ce moment-là, je venais d'avoir 26 ans, je dis, j'ai pas envie de C'est faire. plus pour moi. Ouais, c'est ça, je dis, je vais arriver à 30 ans quand j'aurai fini. Certes, il y en a qui ont le courage de le faire, mais moi, je t'avoue que le faire, je ne le ferai Pas pas. possible. Ouais. Et donc, du coup, je suis arrivé on a cherché sur Internet et on a trouvé animateur socioculturel, et c'est ce qui se rapprochait le plus, en fait. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas, en fait. Et t'es parti là-dedans, Et je suis donc. parti dedans. Et je me suis lancé, Et ça s'est bien passé. c'est incroyable. C'était la plus belle expérience professionnelle que j'ai eue actuellement, hein. En fait, c'est une formation qui est organisée par un organisme qui s'appelle les CMA. Je connais plus le nom, et, enfin, ça veut dire un truc, hein, mais je pense que c'est Centre Éducation Méthode Active, un truc du genre. J'ai sûrement écorché le nom, mais en gros, les CMA, ben, en fait, ils font de l'éducation active. Donc, c'est pas comme à l'école où tu dois écrire au tableau, machin. Ouais. En fait, tu apprends sur le terrain directement, en fait. Ok. Et Donc là, t'as été confronté directement au métier d'éducateur, animateur. c'est et, ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu arrives à... en fait, tu commences la formation, c'est 6 mois de formation, mais c'est intense. Ils te le préviennent, ils te préviennent directement. Le mec, le responsable nous l'a dit directement, ça va être intense pendant 6 mois, les gars. Faut être sûr que vous voulez le faire, quoi. Ouais. Et donc, je l'ai fait. Et en fait, tu commences avec 10 jours en résidentiel. Donc, tu arrives 10 jours à la Marline, pour ceux qui connaissent. C'est à Wépion, c'est un domaine, c'est un gros bâtiment où il y a plein de trucs à côté. Et tu arrives là-bas et les mecs, ils te regardent. Enfin, ils disent 10 jours là-bas, donc vous rentrez pas chez vous, hein. Dormez là-bas pendant 10 jours avec des gens que tu connais pas. Donc, tu connais pas du tout les gens, hein. Ouais. Tu arrives là-bas et pendant 10 jours. Et en fait, j'avoue qu'au début, c'était dur. Parce que tu es 10 jours avec des gens, tu dois dormir avec des inconnus. C'est ça, tu connais pas. Ouais. Et au final, c'est une expérience incroyable parce que tu fais connaissance avec d'autres personnes, tu apprends Ouais. à te redécouvrir aussi, tu vois. Ouais, Donc, c'était assez sympa. Et puis, ben, pendant ces 6 mois, j'ai fait des stages où j'ai d'abord fait un stage avec, en tant que animateur de vacances. Donc, des stages avec des petits. Moi, j'avais les 3-5 ans. J'avoue que Ouais. ça, c'était le moins drôle, mais 3-5 ans, et tu dois savoir animer des petits. Et j'avoue que ça, je me suis senti... J'étais pas très à l'aise. Et pas par rapport à mon handicap, hein, mais... Tu sais, quand tu dois surveiller des gosses, quand même, tu sais que les gosses, c'est pas très... Enfin, si tu dois les divertir. Et puis, quand c'est 3-5 ans, c'est pas des gamins qui vont te répondre, en fait, hein. Ouais, bien sûr. C'est quasi ils sortent du côté bébé, tu vois. Ouais, Donc, ouais. ils sont C'est dans encore la- compliqué de C'est rentrer ça. dans les détails. C'est ça, c'est ça. Et au final, ça s'est quand même bien passé. Ben, les chefs et tout ça, ils étaient contents. Parce que, il y en a, ben, par exemple, en fait, surtout ce que j'ai aimé, en fait, c'est que j'étais considéré comme une personne normale, entre Voilà. parenthèses. Tu vois. Ils n'avaient pas peur parce que j'étais malvoyant. Ou, tu vois, ils savaient que j'étais malvoyant. Et à aucun moment, j'ai entendu, ouais, ça va aller pour ta vue, machin truc. C'est Tu vois. ça. Il n'y avait pas ce problème. Il n'y a pas eu de problème. J'avais jamais eu de problème. Et c'était assez cool. Et après, j'ai fait un deuxième stage. Et là, c'était plus pour moi dans un foyer de jeunes à Molenbeek, qui s'appelle d'ailleurs le foyer de jeunes de Molenbeekois. Et là, bah, vraiment, c'était le boulot d'animateur.
vraiment Pur et dur. Pur et dur. T'as des horaires quand même assez conséquents Ouais. où je finissais à 19h30 du mardi au samedi. Donc la moitié de mon week-end j'avais pas de week-end. Donc t'apprends on peut dire entre parenthèses les risques du métier, quoi. Parce que ce genre de métier, des fois, t'as des horaires assez coupés et tout ça. Donc, mais c'est un truc qui m'a convenu en fait, parce que certes, tu travailles, mais je rentrais à la maison. Mes sœurs me le disaient, j'étais de bonne humeur, toi, parce que il y avait les gosses et j'avais des Et gosses. tu avais trouvé une nouvelle vocation, C'est une ça. nouvelle envie d'avancer, de Tu vois, t'as des progresser. gosses de 8, 11 ans Oui. et de 11, 14 ans qui en veulent et qui veulent s'amuser, qui te respectent et qui te demandent même des conseils un peu, toi, sur la vie, qui te posent des questions. Puisque moi, en fait, j'ai pas eu peur de leur dire que j'étais malvoyant, tu vois. Oui. Et ça, c'était un truc que j'avais peur avant. Et là, j'ai sorti de ce truc en disant, ouais, quand ils me posaient la question, forcément, quand la prothèse, des fois, elle n'est pas propre, ça m'arrive. Ils disent, ah, mais vous avez quoi à l'œil? Ouais. Je dis, j'explique, je dis, voilà, j'ai un handicap visuel et on en parle. Et des fois, ça arrive. Je me souviens, il y a un moment où je suis regroupé avec les jeunes et ils me posent plein de questions, toi. Mais est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu fais ça? Et toi, c'était innocent, en fait, toi. Et du coup, moi, ça m'a fait du bien. Toi, j'ai pu expliquer. Je dis, il y a ça, il y a ça. Et il y en a qui m'ont dit, il y a un petit qui m'a dit, ah ben maintenant, quand je vais voir une personne non-voyant, je vais arrêter d'essayer de rigoler parce qu'elle me dit, ouais, des fois je rigole. Et je dis, mais faut pas rigoler. Elle me dit, ah ben je vais essayer de l'aider. Ouais. Je dis, ouais, mais je dis, et il a compris, toi, il me dit, je vais lui demander s'il a de l'aide, s'il a besoin d'aide, et s'il veut pas, je vais regarder de loin. Et je trouvais ça mignon, en fait. Je disais, C'est vrai. tu vois, il a compris, ils ont compris, tu vois, il n'y a pas besoin de... Tu as réussi à les sensibiliser C'est ça. finalement à l'handicap C'est visuel. Et donc voilà, donc j'ai fait cette formation qui s'est super bien passée, avec 6 mois où j'ai découvert des choses, comme je dis, je me suis redécouvert moi, avec un groupe qui était génial, où il y avait tout ça, il y avait même, pour te dire, une personne que je connaissais dire ça, qui elle est malentendante. Oui. Et donc pour moi c'était génial, de dire qu'il y avait un malvoyant et une malentendante dans le groupe, C'est fou. et les deux personnes-là on s'est très bien intégrés dans le groupe, ils nous ont très bien intégrés, il n'y a pas eu de différence. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est encore tous amis, on s'envoie tous des messages pour voir comment va l'autre et tout ça, quoi. Et donc, maintenant que tu as achevé tout ça, tu serais prêt là vraiment à te lancer dans un boulot dans l'animation. Ouais. Et voilà, tu aimerais vraiment trouver ton bonheur là-dedans, C'est ça. Après, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. c'est ça? Donc, comme je disais, par exemple, les tout petits enfants, C'est compliqué. ouais, c'est un peu compliqué. Mais Les ados, les ados, ça c'est vraiment le domaine où ce serait le top. j'ai vraiment envie de travailler avec eux. Et Donc voilà, mes chers amis, si vous avez recherché un animateur pour des jeunes ados, Neil est là. Salut. N'hésitez pas. Mais génial en tout cas, Neil, franchement, c'est super, encore une fois, intéressant. Toute cette évolution que tu as eue de te retrouver à un mec qui galère un peu, qui sait pas ce qu'il va faire de sa vie, et puis finalement à trouver sa voie, à passer au-dessus encore une fois de l'handicap et ne plus avoir de frein, de frustration et réussir à t'intégrer parmi les autres. Et finalement, encore une fois, on a la preuve par A plus B que tout ça est réalisable avec certes des adaptations, mais avec des discussions, en n'ayant pas peur d'aller vers l'autre. Et ça, c'est vraiment important. c'est clair. Merci à toi en tout cas. Voilà, alors Neil, tu nous as vraiment bien expliqué en tout cas ton parcours professionnel en tout cas et tout le développement qu'il y a eu autour de ça. Tu avais aussi envie de nous partager un petit peu ta carrière sportive à ton niveau. Donc tu as mis aussi beaucoup de temps à te lancer vraiment dans le sport de manière active et pour en arriver maintenant à quelqu'un d'engagé qui fait quand même, tu as fait plusieurs disciplines sportives, toujours avec des sports spécialisés dans le handicap visuel. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter tout ça? Écoute, oui. Donc, faut savoir que j'ai fait du torbal en interscolaire, un peu comme la plupart des non et malvoyants qui ont été à l'école spécialisée, parce que c'était le tournoi qui était organisé par l'école. J'ai aimé le torbal, mais j'ai pas été directement vers le torbal, puisqu'en fait,
on va dire 2013-2014, il y a Farid, comme il avait expliqué dans son interview, il est parti essayer le CC Foot. Et moi, j'ai suivi dans cette aventure-là, où c'était vraiment la première fois où je m'inscrivais dans un club sportif. Et du coup, c'était assez spécial pour moi. J'ai aimé le CC Foot. C'est là que j'ai aussi découvert le côté équipe, esprit d'équipe et tout ça. Donc c'était assez sympa. Puisque c'est là qu'on a fait nos premiers déplacements, tout ça. Moi, j'étais à la Coupe de France de Lille en 2014. C'était génial. Mais il y avait un couac, c'était que j'aimais pas le fait de jouer au foot avec le bandeau. Ouais. J'avais beaucoup de mal à accepter ça. Donc du coup, j'allais aux entraînements, des fois je m'entraînais et puis je me blessais beaucoup. Parce que au niveau du corps, je suis quelqu'un de très fragile aussi. Là, ça va un peu mieux, mais je me blessais énormément. J'ai notamment eu des entorses et tout ça, c'était catastrophique. Compliqué. Ouais, catastrophique. Et du coup, au final, avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que Farid a monté son équipe de B2B3. Donc B2B3, c'est foot Pour déficients visuels. ouais, c'est ça, donc Ouais. handicap malvoyant, sans bandeau, donc ça se reproche vraiment plus du foot. Donc il y a il y a un ballon sonore avec le temps qu'on a découvert, mais c'est plus un ballon, à la base c'était un ballon flash avec Ouais, des couleurs vives. c'est En tout ça, cas, ouais. des plots, on mettait des plots pour faire le terrain. Ouais. Et donc on a monté, Farid a monté l'équipe à Mons, et j'ai suivi l'aventure. T'en as fait partie directement. Ouais, et c'était génial parce que là, j'avais vraiment l'impression de pratiquer le foot comme j'aime, quoi. C'est ça. Donc je jouais en plus je jouais avec mon frère, avec mon meilleur ami, tout ça, donc c'était sympa. Et un peu, je pense que c'est un an après, j'avais joué un tournoi amical comme ça de torbal pour le fun, et je me suis dit pourquoi pas en fait me lancer en club. Ouais. Et donc habitant Bruxelles, j'ai été à Bruxelles. Où j'ai été entraîné par, comme j'aime bien l'appeler, le Big Legend du CFBI. Et j'ai commencé le torbal en club, où ça s'est très bien passé. Et puis après le torbal, j'ai fait du goalball, où là aussi c'était Youssef qui m'a appris. Et j'aimais les deux. Et donc je pratiquais les trois en fait, CC Foot, B2B3, torbal et goalball. Juste petite parenthèse. On fera, ce qui est sûr à un moment, sûrement en collaboration avec toi d'ailleurs, un vlog où on pourra vraiment bien rentrer dans l'explication du torbal, du goalball, du CC Foot. Il y a voilà, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer, je pense, Ouais. parce que c'est des choses qui se ressemblent, mais qui sont très différentes, et c'est pas toujours clair pour tout le monde. Et c'est dans mes projets futurs, en tout cas au niveau de la chaîne, de vraiment rentrer dans les détails, et on te reverra de toute façon pour rentrer dans tous ces détails-là, ça c'est sûr. Voilà. Mais continue. Donc du coup, avec le temps, j'ai continué les trois disciplines, jusqu'à même participer à une Coupe de France de CC Foot B2B3 à Maubeuge. C'était en 2019, il me semble. Ouais, 2019. C'était une super aventure, même si on a terminé dernier, on s'est quand même bien amusé et tout ça. Et après 2019, là, pour moi, on va dire le cauchemar a un peu commencé parce que j'ai une grosse blessure au niveau des genoux, où j'ai dû faire des infiltrations et j'ai pu jouer pendant quasi un an et demi, puis il y a eu le Covid, Ouais. aussi qui m'a empêché tout Ça a ça. freiné pas mal de choses au niveau sportif chez beaucoup de personnes. Ouais, pour beaucoup de personnes. Et moi, ça a été un point positif comme point négatif, négatif comme positif, parce que j'ai été blessé, mais j'ai pu me remettre bien de ces blessures. Et puis, il y a eu mon transfert de Bruxelles en torbal à Mons, puisque Mons avait relancé son équipe de torbal, et j'ai dit pourquoi pas me lancer dans l'aventure. Là où finalement ton frère jouait. Exactement. Donc tu as rejoint ton frère en torbal aussi. C'est là où j'allais en venir. Tu t'es retrouvé à jouer au CC Foot et au torbal avec mon frère. Ouais. C'est ça. Et donc du coup, on s'est retrouvés là, lui avec son numéro 14 et moi avec son numéro 9. Est-ce qu'il t'a rejoint au goalball aussi ou... Non, ça c'est difficile, mais le jour où mon frère viendra à Bruxelles,
Mais je sais qu'il est fort attaché à ses origines boraines, comme il aime bien dire. Mais, On le salue. Ouais, salut Farid. Mais ouais, donc du coup, j'ai joué avec mon frère et des amis qui me tenaient à cœur. Et du coup, c'était un plaisir. Et on a été champion des deux. Donc, c'est une saison incroyable où on a perdu deux matchs. Meilleure attaque du championnat, où c'était vraiment une super saison. On a rigolé, on s'est amusé, on a fêté le titre comme il fallait d'ailleurs. Je pense que les autoroutes belges s'en souviennent. Non, ouais, en fait, le sport m'a vraiment apporté ce côté où esprit d'équipe, ou amusement, Voilà. et loisir, quoi. D'accord. Et ce qui est même assez fou, c'est donc tu as pratiqué vraiment 3 disciplines. Ouais. Et après, tu as même décidé d'aller au-delà de ça et de faire partie un petit peu de l'organisation du club donc de Mons, où tu as voulu passer un step et ne plus rester entre guillemets simple joueur, mais tu as voulu voilà, rentrer dans la gestion du club, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Depuis 2019, justement, non, 2018. Oui. 2018. Hein. Non, 2019. 2019. Depuis 2019, je fais partie du comité du cercle sportif Mons-Borinage, donc qui a une équipe de Torbal, mais qui n'avait plus quand je suis arrivé dans le comité, puisqu'elle venait d'être dissoute, et qui avait le CC Foot B2, B3 aussi. Donc j'ai fait partie du comité parce que c'était une situation un peu de crise, on peut dire ça comme ça, où il fallait absolument refaire un nouveau comité parce que le club pouvait arrêter tout simplement. Et il y avait encore une fois lui, Farid, qui m'appelle un jour et qui me dit écoute, toujours là. Oui, oui, qui est toujours là, mais qui n'est plus dans le comité. Mais Farid qui m'appelle et qui me dit écoute, Neil, j'ai une question à te poser. Je sais, parce que j'étais très fermé à la base à cette idée-là. Il me dit mais voilà, il me faut quelqu'un dans le comité, quoi. Et je dis écoute, Farid, je t'avoue que. Ok, mais moi, tout ce qui est, tout ce qui est administratif, c'était pas ton dada. Mon délire, quoi. Ouais. Je dis, après, être responsable de quelque chose, pourquoi pas, mais administratif, c'est pas mon dada, quoi. Et t'es rentré. Et je suis rentré. Et depuis 2019, je suis vice-président de ce club. Ça se passe très bien et je m'occupe surtout de la discipline CC Foot, où je suis responsable CC Foot, où j'essaie de m'occuper de tout ce qui est aménagement des terrains, enfin quand il faut organiser des matchs ou tout ça, relations entre joueurs comité et joueurs staff, s'il y a des soucis, staff et comité aussi. Donc ouais non, c'est un rôle que me tu aimes bien, qui tient à cœur parce que j'aime être en contact des gens. Et puis j'ai aussi aidé aussi mes coéquipiers à essayer de progresser, d'avoir les meilleures conditions pour exercer leur... Et c'est ça qui est fou, parce que j'adore essayer avec vos interviews de faire des petits parallèles, parce qu'en début d'interview, tu disais un petit peu, voilà, ta grande déception n'avait été de ne pas pouvoir être de coach de football, enfin, si on peut le dire comme ça, ouais. et où finalement, tu as trouvé une petite alternative, où on va dire que c'est un petit peu comme si tu étais, voilà... que tu fais partie de la gestion d'un club avec, comme tu dis, voilà, le staff, les joueurs, le comité, le relationnel. Et donc voilà, je pense que tu as même coaché quelques matchs aussi de temps en temps. Ouais, j'ai coaché en torbal, en goalball, j'ai pu coacher. En goalball, j'ai beaucoup coaché. En torbal aussi, en fait. Quand j'étais à Bruxelles, à un moment, j'aidais l'équipe première quand je jouais en D2. Et t'as kiffé? Ouais, j'ai adoré. Hein. Parce qu'en fait, t'as l'aspect tactique aussi, toi. En fait, pendant le match... T'as pu retrouver ce que tu recherchais au niveau du football, l'aspect tactique. C'est ça, parce que comme tout sport, en fait, a une tactique. Et en fait, ça, je me rendais pas compte tout de suite. Mais, par exemple, en goalball, ou même en torbal, par exemple, l'année passée, j'ai été coaché, parce que je suis coach adjoint, je suis adjoint du coach en torbal, à Mons. Et quand il est pas là, il me demande si je peux aller, quoi. Et il y a un tournoi où il m'a dit, écoute, moi, je suis pas là, mais tu prends les joueurs et tu fais ce que tu veux avec. C'est ça. Et je me suis amusé. Tu t'es retrouvé là à gérer l'équipe. J'ai fait des trucs, on a essayé fait plaisir, essayé des tactiques, c'était sympa. Toi, on a rigolé, même les joueurs ont apprécié. Il y en a qui m'ont dit, c'était génial, toi, tu t'es bien débrouillé.
Et tu vois, on s'amuse, on essaie de faire des trucs et voilà quoi. Après, on se prend pas pour Mourinho, hein, mais, Bien sûr. mais voilà quoi. Ok. Et tu as encore une fois après été un peu plus loin où tu me disais que maintenant tu vas carrément même dans les écoles, dans les différentes écoles, je Ouais. pense en Hainaut et à Bruxelles, c'est ça? Ouais, j'ai fait Hainaut, j'ai fait l'Arbre Vert une fois à Mons. Oui. Et, Et où tu vas présenter les sports adaptés c'est ça. et expliquer vraiment à des jeunes personnes quelles sont les possibilités qui existent et de les lancer éventuellement vers un club. C'est ça. Ben, soit, enfin, ce qui peut arriver, et ça a été beaucoup plus le cas ces derniers temps, c'est souvent des écoles avec des écoles ordinaires. Oui. Ou soit il y a un enfant qui est dans une zone où il est introduit dans cette école et on et donc pour que ses copains de classe comprennent qu'il a un handicap, ben on me demande de faire une séance de sport sensibilisation avec ces enfants-là et de leur faire comprendre que ce que ressentent leurs copains de classe. Oui. Ça, je l'ai fait une fois et c'était génial. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai découvert que ce gamin-là, en fait, c'est le neveu d'un de mes coéquipiers à Bruxelles. Ah oui. Ouais. Et c'était très drôle, on en a rigolé après parce que je ne le savais pas sur le moment. Et je l'ai su peut-être un mois après. Il me dit, ah, mais tu sais que t'as appris le goalball à mon neveu. Ça. Et on a rigolé, quoi. C'était assez drôle. Et il avait adoré, quoi. Mais après, il est très jeune. Peut-être que plus tard, il le fera. Et ouais, donc je vais dans des écoles, ou même des fois, par exemple, j'ai fait ici il n'y a pas longtemps, même des apprentis kinés, en fait, mais qui doivent apprendre un peu les sports adaptés et tout ça. Donc je vais, et selon l'âge, ben, j'essaie d'adapter la séance. Quand c'est des enfants, ben, je fais beaucoup plus ludique. Donc je fais des petits jeux, pas forcément autour du goalball, mais des jeux où je bande les yeux, où ils font une espèce de jeu à chat, tu vois, truc comme ça. Et après, là, on passe un peu au goalball, pardon, où là, ils apprennent à tirer le ballon. Mais forcément, quand c'est des enfants, je fais plus des petits matchs, même s'ils tirent à deux mains, ben, tant mieux pour eux. Enfin, c'est juste pour qu'ils s'amusent. Et pour qu'ils apprennent un peu les sensations sans la vue, on va dire. D'accord. Tandis que quand c'est des adultes, ben là, je rentre vraiment dans le sujet. Ouais, je fais des trucs par rapport au goalball. Puis ben, il me pose beaucoup plus de questions ce qui est encore très drôle, c'est que par exemple la dernière fois j'ai fait une séance enfin plusieurs séances en 2 jours et peut-être un mois et demi après il y a une stagiaire qui arrive dans le club de Bruxelles et en fait je lui avais fait une séance quoi. Ah oui, elle est venue dans le club parce qu'elle avait adoré elle avait adoré ce que tu avais fait. Ouais. Et donc du coup elle me dit j'avais envie d'essayer et du coup ils ont fait leur stage au club de Bruxelles. D'accord. Non, mais c'est génial. Ouais. C'est un rôle complètement différent. Ouais, c'est un rôle que j'aime beaucoup parce que, encore une fois, tu es en contact des gens et tu apprends des choses aux gens et tu dis, ben, peut-être que cette personne ne va pas prendre en compte ce que je dis, mais. Tu l'as peut-être sensibilisé à un moment donné. À un moment donné, c'est peut-être dit, ben ouais, ils font quand même ça, quoi. C'est ça. Et oui, et puis bon, peut-être que les gens vont rentrer chez eux, ils connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui a un enfant porteur d'un handicap visuel. Et puis ben, le bouche à oreille fait que ben, voilà, cette personne va peut-être se lancer dans le torbal, dans le cécifoot, dans le goalball. C'est ça. Donc c'est toujours intéressant de sensibiliser un maximum de monde, en tout cas, sur les différentes possibilités. Et de se dire que, bon ok, on sera peut-être pas footballeur professionnel, mais il y a des alternatives et il y a moyen de prester du sport de haut niveau. Il y a moyen de participer aux Jeux paralympiques. Il y a beaucoup de choses qui se font. Exactement. Et donc ça, c'est bien ce que tu fais d'en faire en tout cas la promotion. Bravo. Merci. On commence à un petit peu se diriger vers la fin de notre interview. J'aime bien terminer par ces petits thèmes. Si toi, tu avais le pouvoir de changer quelque chose dans l'environnement de manière générale pour rendre ta vie plus accessible, plus facile, ton frère nous disait, par exemple, pendant son interview, que lui, il aimerait
des panneaux peut-être plus grands qui annoncent les bus, ou voilà, lui a rencontré aussi beaucoup de difficultés par rapport à ça. Est-ce que tu le rejoins, ou est-ce que tu penses évidemment à quelque chose d'autre qui pourrait vraiment te faciliter la vie dans ton quotidien? Je dirais, après c'est un peu difficile, mais tu sais, par exemple la nuit, il y a beaucoup d'endroits où c'est très sombre, où c'est trop éclairé, toi. Ouais. Et genre que des spots La soient... luminosité est forte. Ouais, mais Ouais. tu sais que la luminosité soit adaptée un peu au fait que ce soit pas trop sombre et pas trop forte. Au fait qu'il y ait un juste milieu par rapport à ça. Moi, c'est vraiment mon gros problème que j'ai actuellement, c'est surtout là que j'ai déménagé, je suis à Courcelles maintenant, et quand je marche le soir, ou même au niveau de Charleroi, j'ai remarqué que ben, c'était soit trop éclairé, soit pas éclairé du tout, toi. C'est ça. Donc, trouver au moins un moyen que ce soit le juste milieu pour les Ouais. personnes. Je pense à ça parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, et c'est vrai que malheureusement, suite aux difficultés budgétaires qu'on rencontre actuellement en Belgique, bah, arrivé parfois une certaine heure, aux alentours de minuit, bah, maintenant, il y a dans plusieurs parties importantes, les lumières sont coupées. Ouais. Et donc, j'avais déjà eu beaucoup de témoignages de différents déficients visuels que je connais. Ils disaient, mais on ne se rend pas compte, mais c'est quand même, pour certaines personnes justement qui ont besoin de lumière, bah c'est catastrophique. Des gens qui ne sont pas habitués à marcher avec la canne blanche, Ouais, forcément, c'est ça. les non-voyants sont moins impactés par ce souci, forcément, puisqu'on a l'habitude de se déplacer avec une canne blanche et la luminosité ne les impacte pas. Mais vraiment des malvoyants qui se retrouvent un peu en panique s'ils n'ont pas leur téléphone avec une lampe de poche. Ouais, Ça devient vraiment compliqué, et il y a eu quelques accidents. S'il y a un trou, un piquet, et donc c'est pas évident. Alors c'est vrai que voilà, on va pas laisser allumer pour un malvoyant. La politique penserait comme ça, mais que malgré tout, c'est pas évident. À une certaine heure, beaucoup de personnes se retrouvent en difficulté. Ouais, et aussi un truc qui serait, parce que j'y pense maintenant, un truc qui serait pas mal, c'est, tu sais, par exemple, quand il y a des zones de danger, par exemple, tu sais, quand t'as un ouvrier qui oublie de mettre une barrière de sécurité quand il y a un Ouais. trou, mais genre qu'il y a une zone, enfin, une bande au niveau du pied, que quand tu passes cette bande, ça fait genre un bip, tu vois, pour te prévenir que là, tu dois te remettre plus Dans l'axe. dans l'axe Ouais. du trottoir, Ouais, ouais. ou même que quand il y a un vélo qui arrive, qu'il y ait un grand signal, parce que ben, des fois, tu n'entends pas le vélo, parce que par exemple, tu as des écouteurs. Et des fois, même les vélos, je pense qu'ils font même pas attention que tu as des écouteurs ou trucs comme ça, donc ils tracent à côté de toi, ou des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire percuter par le guidon d'un vélo, tout ça. Au final, tu te sens mal à l'aise pour la personne, mais genre qu'il y a un signal qui te fait comprendre qu'il y a un vélo qui passe, tu vois, Ouais. genre un truc lumineux, comme ça, qui clignote, et tu dois t'écarter pour faire passer le vélo, ou tout comme ça, quoi. Tu vois. Je sais qu'aussi au niveau de Bruxelles, il y a eu un gros problème avec pas mal de déficients visuels. Ouais, Au niveau des trottinettes, exactement, j'allais en venir. ça a été un réel problème, Ouais. ça. Non, ouais, ça a été un gros problème. Surtout, le gros problème, c'est que ben, t'as les gens, ils sont pas conscients. Ils roulent le trottinette, c'est 25 km/h. Donc, encore, quand c'est bien homologué. Donc, t'en as, normalement, maintenant, ils ont essayé d'un peu Ils ont fait une réglementation ouais, autour de tout ça. rendre ça un peu plus strict, mais il y en a qui s'en foutent, clairement, tu vois. Genre, moi, j'ai déjà vu un mec, il a failli se prendre un bus, il en avait rien à foutre, quoi. Ouais, ouais. Et il fait un doigt d'honneur au chauffeur de bus en disant que c'est lui c'est le chauffeur qui en faute, tu vois. Non, c'est de la folie. Mais maintenant, c'est des Mais conneries. même parce que au niveau des trottinettes, Ouais, c'est c'est- déjà arrivé plein de fois où les gens laissent leurs C'est ce trottinettes que au j'allais- milieu de c'est ce tout, que au milieu j'allais des dire, trottoirs. C'est ça. C'est fou. Et c'est pour ça que maintenant, ils ont fait, et ça, c'est un truc qui va un peu mieux, même s'il y en a qui n'en ont rien à faire, mais il y en a qui vont. Enfin, il y a des zones où tu dois garer tes trottinettes, en fait. C'est ça. Et donc, Ça, par c'est exemple, bien. tu peux plus aller chez toi et déposer ta trottinette devant chez toi, quoi. D'accord. Tu dois la déposer à une Ça, c'est zone. bien parce que c'est vrai que pour être passé aussi un peu à Bruxelles, c'était vraiment un réel problème, et je Ouais, sais que beaucoup de personnes mal et non-voyantes ont été vraiment embêtées par ce souci de trottinette. En tout c'est cas. ça. Ok, je pense on est vraiment bien rentré en tout cas dans toute la problématique, encore une fois, de la déficience, de ton parcours professionnel qui était vraiment très intéressant, ton parcours sportif, ce que tu fais, les explications que tu vas donner dans des écoles de kiné de jeunes, ça c'est vraiment super intéressant. Et je termine toujours un petit peu
mes interviews par des anecdotes qui sont un petit peu drôles, mais qui sont liées à ton handicap. Je sais que tu as beaucoup d'autodérision, comme tu l'as dit en début. Est-ce que tu as des choses à éventuellement nous partager, une histoire un peu drôle liée à ton handicap? Alors, j'ai deux bonnes anecdotes. On commence avec une. Un jour, je finis l'entraînement de Torbal. Et donc, moi, à ce moment-là, j'habitais à Bruxelles. Donc, je prends le train pour aller à Bruxelles. Et tu sais, je rentre dans le train et je me mets, tu sais, 4, toi, donc face à face. Ouais. Et je suis tranquille, comme ça. Et à un moment, il y a un couple qui se met devant moi, toi. Mais je fais même pas attention, toi. Et je pose mon téléphone sur la table. Et à un moment, je reçois un message. Donc moi, comme par hasard, à ce moment-là, j'ai pas d'écouteurs. Batterie faible, donc je suis avec mon téléphone. Mais tu sais, quand je regarde mon téléphone, la plupart des malvoyants ont ce réflexe-là. Ils sont comme ça, en fait. Toi, donc, ils fixent leur téléphone comme ça, et il y a des personnes qui sont devant toi, quoi. Donc, eux, ils pensent que tu les prends en photo. Ah ouais. Et donc, moi, je suis comme ça, en train d'écrire, et d'un coup, je sens mon téléphone qui part, tu vois. Ouais. Mais vraiment qui part de mes mains, quoi. Et Ouais. surpris, je sursaute, qu'est-ce qui se passe? Et la meuf, elle me fait, ouais, je rêve où tu me prends en photo. Je dis, pardon? Pardon? Et elle me dit, non mais je vous vois là, vous me fixez depuis tout à l'heure. Et là, je comprends, je fais le lien directement et je rigole. Et elle me dit, ah, ça te fait rire en plus. Mais tu sais, son mec, un peu gêné, tu vois, parce que je pense que son mec comprend sur le moment, tu vois. Ouais. Et il fait, chérie, arrête. Bébé, arrête, tu vois. Et elle fait, non, il n'y a pas, montre-moi. Je dis, ouais, je peux te montrer. Je montre la photo. Et il n'y a pas de photo, tu vois. Donc, elle est un peu gênée, puis je dis, non, mais excusez-moi, en fait, je suis malvoyant. Et en fait, c'est ma manière de regarder le téléphone. Et là, gênée, elle sait plus où se mettre, tu vois. Et moi, ça me fait un peu sourire, tu vois. Ouais. Et puis, elle me regarde. Et il y a un malaise entre elle et moi. Et là, il y a son mec génial. Il sort son téléphone, il fait, bah, tant qu'on y est, on fait une photo. Génial, quoi. Génial. Et donc, je fais une photo avec son mec et la meuf qui rigole après. Ah, terrible. Et pendant tout le trajet, eux, ils sont descendus à Braine-le-Comte. Et pendant tout le trajet, on a parlé de handicap visuel et tout ça. Et elle était gênée, toi, même. Ça allait plus se mettre. Et moi, je dis, mais non, mais ça arrive. T'es pas la première personne à qui ça arrive. Et du coup, voilà, c'était assez drôle. Et j'en ai une deuxième un peu plus, Vas-y. un peu plus costaud, vite fait. Un jour, pour ceux qui connaissent, je vais chez l'ophtalmo et je fais un fond d'œil. Donc le fond d'œil, c'est quoi? C'est quand pour faire des tests, il doit dilater ta pupille et donc ils mettent des gouttes. C'est horrible, ce moment est horrible. Et donc ils mettent des gouttes, ils font les tests, ils mettent la lampe dans la gueule, tout ça, machin truc, comme chaque test. Et en fait, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais chez l'ophtalmo, j'oublie quelque chose important c'est mes lunettes de soleil. Parce que quand tu sors, que tu es tout seul pour aller chez toi, c'est catastrophique, quoi. T'as la lumière. En plus, comme par hasard, à ce moment-là, il fait toujours magnifique. Donc t'as le soleil qui tape dans la gueule, c'est impossible de voir, quoi. Et je sors de l'hôpital Saint-Luc, et je fais pas attention, j'avoue que c'est un peu de ma faute. Et il y a un... Je veux pour traverser, et en fait, il y a un vélo qui arrive. Ouais. Mais qui met sa sonnette un peu trop tard, toi. Et en fait, le mec, il freine, mais il me touche, toi, il freine dans ma jambe, quoi. Ah Pouf, ouais. toi. Et donc, moi, je fais putain, tu sais, un peu énervé, mais je me rends compte que c'est moi qui en faute, toi. Ah ouais. Et le mec, il s'énerve aussi, il fait, ouais, putain, tu sais pas faire attenon, et il m'insulte un peu, ouais, t'es vraiment con. C'est ça. Je dis, ça va, je dis, détends-toi, toi. Enfin, moi, je m'énerve un peu, je dis, ça va, ça arrive. Puis il fait, non, ça doit pas arriver, nanana. Et puis je dis, ah, excuse-moi, je suis malvoyant, quoi. Et là, tu vois, il se calme un peu, mais il dit, ouais, mais même, faut pas marcher ainsi dans la rue, mais t'es complètement malade, prends une canne blanche. Je dis, mais j'ai pas besoin de canne blanche. Il me dit, mais tu viens d'où? Je dis, j'explique l'ophtalmo. Et puis en fait, je vois, il sait pas quoi dire. Et en fait, moi, je réfléchis à un truc, et je me dis, en fait, je viens à la droite du mec, quoi. Et je fais, putain, merde, priorité droite, quoi. Et le mec, il a un fou rire. Ouais. Tu vois, en fait, c'est la seule réponse que j'ai, quoi. Tu sais, comme si j'étais une voiture, quoi. Priorité à droite, quoi. Et le mec, il a un fou rire, et il me fait un câlin, quoi. Allez. Et il me dit, ah, t'es génial. Il me dit, t'es génial. Ah ouais, quoi. c'est trop fort. Et on rigole un peu, et puis il me dit, ouais, mais passe-moi ton numéro, on ira boire un verre un jour. Et tu sais, je lui passe mon numéro comme ça. Et il m'envoie un message, je pense 2-3 semaines après.
Il me dit, ouais, ça te dit qu'on aille boire un verre? Je dis, ouais, je pense qu'il se foutait de ma gueule, quoi. Ouais. Et on est boire un verre, il m'a présenté à des potes à lui, on a passé une Vous soirée. avez sympathisé. Ouais, on a passé une soirée. Et des fois, Ça, c'est bien fini. il m'envoie un message de temps en temps pour mon anniversaire et tout ça. Donc, Mathieu, si jamais tu vois cette vidéo, On te salue. Salut. Et non, c'est assez sympa. Magnifique, mais c'était voilà. une super, deux superbes anecdotes en tout cas, génial, franchement magnifique. Ça va, ça s'est bien passé? Ah, super, hein. T'es content? Ah ouais, très content. J'étais un peu stressé, mais ça a été. Elle est magnifique. Mais avant de terminer cette petite interview, j'avais envie de terminer ça par une petite surprise. Une petite surprise, c'était pas prévu. Ah si, c'était prévu, du coup. Mais j'ai décidé d'inviter un invité spécial qui va venir te dire quelque chose, une petite dernière question. On en a parlé longuement pendant cette vidéo et il est là ce soir. C'est ton frère, Faridinho. Faridinho, Qu'on me présente plus. Rejoins-nous. Bonjour. Ça va? Ça va? T'as été le voyage? Ouais, tranquille. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Le plaisir, c'est un plaisir. Ça fait longtemps en plus. Ça fait longtemps, je suis ravi de te voir. On va te faire une petite place avant que ce soit ton verre avant que je le bois. le carnage ici. Fais attention au micro. Voilà, installe-toi. Ce que j'adore chez toi, c'est que t'es Attention au micro, attention au micro, attention au micro. Attention, C'est direct. Hein. Voilà, lève ta c'est du jambe. direct, c'est du direct. On coupe pas. Bonjour, les frères. Ouais. Ça dit mon bordel. On est un peu plus serré, tiens. Voilà, merci Farid de nous rejoindre. Tu as écouté un petit peu l'interview de Neil Caché. Qu'est-ce que t'en as pensé, Farid? Merci. C'est un peu, merci. C'est avec un peu d'émotion parce que c'est vrai qu'on redécouvre hein, toujours. C'est vrai qu'on discute énormément ensemble. Je pense qu'on se peut faire des soirées en racontant nos vies. Oui. Mais c'est vrai qu'on a découvert encore des choses et je sais que le montage va être encore aussi beau que cette belle interview. Tu nous fourniras des photos, des vidéos. Ah bien sûr, j'ai quelques archives à envoyer, ça va être Non, pas à sympa. moi. Non mais sur toi d'ailleurs, sur toi. Donc c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de choses dans cette vidéo et on a beaucoup parlé aussi. Honnêtement, Adrien m'avait demandé une question et la question je l'ai eue maintenant. Donc on est un pro. Hein. Mais ce que je voulais dire c'est que on en a beaucoup parlé de la vidéo et on a parlé beaucoup de l'amour qu'on a pour la musique. Hein. Oui. Et la musique apporte beaucoup entre nous cette folie de danse. Oui. Et en fait, je voulais juste pour faire partager à tout le monde encore une belle anecdote, j'imagine. À ton avis, peux-tu expliquer peut-être la meilleure danse, le meilleur moment de danse que tu as eu avec moi en public, bien sûr. Et là, on a des archives aussi. Ah ouais, là, Ah, bien on a- sûr. il y a des archives. On va faire un album hein, qui devient l'esprit directement. Il part déjà en forêt. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Il y a les danses pendant la Ducasse, hein, où c'est toujours folklorique. Mais je pense que si je devais parler vraiment souvenirs et tout ça, je dirais le dernier qui me vient à l'esprit, c'est le dernier, hein, c'est le bal des acteurs. On fait une danse incroyable. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'on met, on met un vent à deux meufs qui veulent danser avec nous. Mais on est tellement dans notre euphorie de danse qu'on se rend pas compte sur le moment qu'il y a deux meufs qui veulent danser avec nous. Ça, je l'ai. Et il y a un meuf qui me prend le bras. Et je sais pas si on voit dans la vidéo, mais la meuf me prend le bras. Et moi, tellement je suis dans l'euphorie de danser avec toi, casse-toi, quoi. Mais non, mais tous les moments de danse, en fait, sont des grands moments. Puisque on a... même quand on prend une douche, quand tu prends ta douche, on arrive à danser. Je voulais pas te dire quand même. Mais il y aura pas de Ouais, vidéo on de va ce encore apprendre des moment-là, choses hein, mais- dans cette vidéo. C'est incroyable. Mais non, mais il y a beaucoup de moments danse. Et d'ailleurs, même avec toi, Adrien, faut le dire aussi. Tu parlais de la musique congolaise. Je pense que ce mec, S'il était noir, attends, je pense. s'il était noir, il passerait inaperçu, quoi. Mais voilà, quoi. Non, des très bons moments et beaucoup de souvenirs, en fait. Il y a tellement de souvenirs que je pourrais pas te dire tout, autant dansant que chantant, notamment au foot ou à l'El Séglin où on a chanté, on a fait lever des foules, comme Beaucoup de dirait choses. Jeannot. Hein. Oui, Donc, beaucoup de voilà. choses. Beaucoup de choses, beaucoup. Voilà. Et voilà. Farid, un petit message de conclusion Un petit à ton message, ben oui, parce que quand même, bon, et ça, on vient d'en parler de la danse.
On pourrait aussi expliquer les chants qu'on fait, les chansons qu'on a inventées. Comme dit, nous, on est toujours un fin rappeur. Hein. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais nous, il rappe très bien, avec des très bons mots, tout ça. J'espère qu'un jour, il fera un petit son, parce que c'est très mon rêve qu'il fera un son. Mais sinon, je félicite sa bonne humeur et le fait de, parfois, grâce à un chant, une danse, lancer... une soirée, et ça reste toujours des moments inoubliables avec toute la bande, hein, comme on dit, que je dis toujours. Et voilà, merci pour ton ambiance. Merci à toi. Voilà. C'est touchant. Je vais vous rebattre le micro. Voilà. Je reste ou je... Bon, tu peux rester, c'est Ouais, presque fini. il reste quelques minutes. Voilà, mes chers amis, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Et n'hésitez pas, en tout cas, à intervenir en commentaire. Si vous avez des questions à poser à Neil, je pense que Neil sera là et te fera un plaisir de rentrer un peu plus dans les détails, même si je pense que tu l'as bien fait, que tu nous as expliqué vraiment beaucoup de choses. Donc merci vraiment à toi de nous avoir partagé des moments très très intimes de ta vie. Et de toute façon, on se reverra pour parler effectivement de rentrer dans le thème du sport adapté, comme je l'ai dit. Un dernier mot, Neil, peut-être? Bah écoute, je vais commencer par te remercier à toi, surtout, parce que ce que tu fais avec cette chaîne YouTube, c'est comme incroyable. C'est une idée que tu as eue comme ça, et je pense que beaucoup de gens te l'ont dit. Ce que tu fais par rapport à l'handicap, ben, pas beaucoup de gens ont osé le faire. Tu te permets d'interviewer des gens, d'aller faire des vlogs, on l'a vu avec la pétanque. C'est des choses que pas beaucoup de gens vont mettre en valeur et toi tu le fais, c'est très belle initiative et il faudrait que tu continues et je pense que c'est dans le projet aussi. Oui. Notamment j'espère une fois intervenir dans tes vidéos, pourquoi pas parler Première Ligue, parce que j'adore la Première Ligue, ou de catch même, parce que je sais que t'aimes bien le catch aussi. Mais surtout aussi je voudrais passer le bonjour à toutes les personnes qui m'ont encadré, que ce soit lire ça, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais notamment une personne qui me tient énormément à cœur, Gaëtan Lukoviak, prof de cuisine, qui m'a beaucoup appris, et c'est quelqu'un de très, 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 très gentil, même plus, que je porte énormément dans mon cœur. Et de toute façon, on se voit bientôt, hein. Mais voilà, et... encore merci à ton caméraman Alex Bay qu'on ne présente plus non plus et à Toujours là. et à GG qui est GG Production qui est là parce qu'il est là. Non, je rigole, mais voilà. En tout cas, bien joué à toi et encore merci pour cette interview et merci pour cette surprise qui est Faridinho qu'on ne présente plus comme t'aimes bien le dire. Et si jamais vous avez un souhait ou un truc, n'hésitez pas à réaliser vos rêves. C'est pas un handicap qui va stopper l'envie. Donc voilà. Merci. On terminera sur cette très belle phrase de conclusion de notre ami Neil Poiti. N'hésitez pas à partager cette vidéo, en tout cas, parce que c'est toujours très, très intéressant, ce genre de témoignage. Et mettez des j'aime, Voilà. c'est important. Oreille. On se retrouvera très prochainement pour d'autres invités, d'autres débriefs de films, de séries, de matchs de foot. Il y aura encore beaucoup de choses, beaucoup d'activités sur cette chaîne. À très bientôt les amis. Merci à vous. Merci à tous. Bisous.